Donc du coup, l'accident de piano, c'est le Dupieux annuel, avec du coup Adèle Exarchopoulos, Sandrine Kiberlin, Jérôme Commandeur, Karim Leclou également. Et bah moi, en fait, l'accident de piano, j'ai quasiment tout regardé de Dupieux. J'ai regardé pas mal de ses courts-métrages. Et j'ai regardé tous ses longs métrages, hein. Finalement je me suis dit putain, en fait, est-ce que j'ai tout regardé de lui? Et oui, j'ai tout regardé de lui. Donc depuis son, je crois que Rubber c'est son premier long métrage officiel, parce que sinon non film c'est un court métrage, enfin voilà. Et du coup je me suis dit bon, est-ce que ce film là, l'accident de piano, sera un bon film? Parce que moi j'ai un vrai rapport où je trouve que Quentin Dupieux c'est à peu près un film sur deux qui est bien. Et en fait, en y réfléchissant, en regardant un peu sa filmographie, j'ai compris à peu près pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir de Réalité, à peu près, il a eu un shift où il est revenu en France, du coup, et où il a commencé à... Non, son premier, c'est Steak, je suis con. Son premier, c'est Steak. Mais il a commencé, à partir de Réalité, à faire un film sur lui, suivi généralement de un film sur la société. Donc c'est pas non plus... C'est pas scientifique là-dessus, hein. C'est-à-dire que je vais pas me dire, oui, c'est une théorie scientifique, parce que bah, déjà, c'est pas nécessairement vrai. Il y a aussi ce truc où parfois en fait il tourne des films dans le désordre, c'est-à-dire que là il a tourné un film avec Eric Ramsey avant l'accident de piano, mais qui sortira après, enfin des trucs du genre, et c'est selon, j'ai l'impression que c'est ses envies, selon quand est-ce qu'il a envie de parler de tel sujet, tout ça. Oui, c'est Steak, c'était Steak le premier, tout à fait. Mais du coup, j'ai l'impression quand même que généralement quand il parle de la société, quand il parle du monde dans lequel on vit, donc on pense notamment, alors je vais juste me mettre un peu sa filmo à côté parce que je me souviens que je m'étais fait une petite liste, mais quand on regarde par exemple Fumer fait tousser, le deuxième acte, Mandibule aussi en partie, qui sont des films généralement qui parlent de la société. C'est pas des films qui sont très pertinents, très intéressants, personnellement je trouve, mais par contre quand il parle de lui, typiquement dans Réalité bien sûr, qui est un film qui parle de lui, dans Le Dain aussi, dans Yannick bien sûr, Dali, même si Dali j'apprécie pas trop, généralement il est un peu plus intéressant. Et je trouve justement que l'accident de piano là-dessus, je trouve quand même qu'il y a des aspects intrigants dessus, au moins parce que il y a un truc où je trouve que c'est un film quasi autobiographique, quasi une autocritique en fait de lui-même, et un truc où il se sabote lui-même et où il dit que c'est une merde et où il dit que c'est un con, tout ça. Et je trouve que c'est un aspect qui revient d'ailleurs de pas mal de films qu'il a fait précédemment, notamment Yannick également. Moi mon préféré je pense c'est Yannick, mine de rien. Fumer fait tousser, au moins c'est drôle. Fumer fait tousser, moi j'ai vraiment pas aimé, hein. Je me suis quasiment endormi devant, enfin c'est... Vraiment j'ai détesté. Mais je trouve que là il y a un truc où l'accident de piano, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de répondre à des gens. Vous savez, il y a une citation de François Truffaut qui dit « Chaque film est fait en réponse au précédent ». Et j'ai l'impression que là-dessus, il essaye vraiment de répondre à celui d'avant, qui était en plus passé à Cannes, qui était le deuxième acte, et où il essaye vraiment de parler de lui et de parler à ses détracteurs, ce qui m'a un petit peu intéressé, où je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a un truc à voir dedans. Dali nul, deuxième acte nul, film fait tousser atroce, Mandibule nul, bah tu vois, entre temps il y a Yannick qui est plutôt... Moi Yannick, je l'ai trouvé absolument génial, hein, bien sûr, mais mais je trouve que alors déjà oui, je vais raconter c'est quoi l'accident de piano. Du coup l'accident de piano c'est un film sur Magali qui du coup est jouée par Adèle Exarchopoulos, qui est une star, je vais pas dire dans quoi mais c'est rigolo en plus dans le domaine dans lequel elle est, et qui est une star mondiale qui vit reclus du coup dans un chalet maintenant avec son sorte d'homme à tout faire qui est joué par Jérôme Commandeur, et qui va tu dis Mister HS pendant ce temps, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, c'est un de mes préférés du Dupieux. J'ai rarement autant envie dans une salle de cinéma. J'ai trouvé ça absolument incroyable pendant incroyable mais vrai. Pour le coup, il y a un plot twist. Enfin, c'est pas qu'il y a un plot twist, c'est qu'il y a une blague où il y a une chute qui est absolument incroyable par rapport au personnage de Benoît Magimel, qui moi m'a fait mais mourir de rire, hein, vraiment. Enfin, c'est fou. C'est pour moi un de ses meilleurs, hein, bien sûr. Et je trouve que dans l'accident de piano, il y a du coup une star qui est recluse.
qui un jour reçoit l'appel de Sandrine Kiberlin pour donner une interview. Elle est obligée de donner cette interview-là pour différentes raisons qui sont liées à un accident de piano, on va dire. Et voilà. Et du coup, moi ce qui m'a intrigué, c'est que déjà, je trouve que le film, alors comme d'habitude avec Dupieux, ça dure 1h30, mais c'est généralement un petit peu long, quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où, oui, factuellement, c'est 1h30, donc tu vas pas perdre ton temps non plus. Même 1h30, c'est long hein, pour du Dupieux. Hein. Généralement, c'est du 1h10, des trucs du genre. Mais globalement, c'est du sort de l'absurde quotidien, là, comparé à ces Rouen Cop ou ces réalités, tout ça. C'est qui est vraiment beaucoup plus dans le domaine du rêve. Là, c'est vraiment de sorte de l'absurde du quotidien et c'est surtout de l'absurde des relations parce que, bah, du coup, le personnage de Magali est absolument horrible, absolument atroce avec tout le monde, vraiment. Et du coup, j'ai l'impression que, vu que c'est censé, je pense, être son propre personnage, bah, y a quand même ce truc où je pense que c'est une forme plus d'autocritique que de sursuçage. Je sais qu'on a eu des débats sur le Discord avec Rosé Chevalier qui en parlait. D'ailleurs, Rosé Chevalier, si tu veux en parler en vocal, si t'es dispo, n'hésite pas. Parce que il y a quand même ce truc où... Alors moi déjà, d'un point de vue humoristique, parce que ça reste un film comique aussi comme les Dupieux usuels, bah, ça m'a fait plutôt rire par moment. Enfin, il y a des blagues qui m'ont fait plutôt rire, des situations qui m'ont fait plutôt rire. Le jeu d'acteur de Adèle Exarchopoulos, au début, j'étais vraiment pas convaincu. Dans la bande-annonce, dans le départ, je me suis dit, ah, c'est pas non plus génial. Mais plus le temps passait, plus je me disais, en fait, c'est pas mal. Pourquoi pas. Et il y a ce truc où je m'attachais de plus en plus à ce personnage-là, même s'il était de plus en plus détestable hein, en plus. À ce truc où il n'y a vraiment aucun point d'attache. C'est-à-dire que le personnage est atroce tout du long. Vraiment atroce tout du long. Je pars voir l'aventure. Bah, profite bien, c'est un meilleur film que L'accident de piano, je pense qu'on peut se le dire. Mais en tout cas, du coup, il y a ce truc où le personnage est tellement détestable et tellement horrible que je pense qu'il y a un truc à en tirer. Il y a un truc presque très cynique aussi. Très. Pas très. Presque artiste dépressif. Je le verrais plus comme une sorte d'artiste dépressif que comme quelqu'un qui se voit comme un génie, ou alors qu'il y a un côté peut-être même un peu bipolaire dans sa vision de sa propre personne, où en fait je pense que Dupieux, sa qualité et sa force en tant que cinéaste, personnellement je trouve, c'est que il se prend pas tellement la tête, il est pas tellement ultra prétentieux, enfin j'ai pas l'impression qu'il pense être un génie du cinéma. Bah justement, je pense vraiment qu'il se voit pas comme un génie, je pense qu'il se voit comme un type qui fait des films dans son coin avec ses potes, globalement. Et globalement, enfin, c'est. Comment dire? Il y a ce truc où c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est-à-dire que il y a quelque chose où son manque de prétention, je trouve, apporte quelque chose dans le milieu du cinéma. Pour moi, la scène de Yannick, où Yannick chiale devant son sketch de merde qui fait rire les gens dans la salle, c'est lui. Mais oui, voilà. C'est-à-dire que je pense que comme il est dans un rythme où il n'a pas envie de se poser pour faire un chef-d'œuvre ou un truc du genre, parce que généralement, faire un grand film, entre guillemets, ça prend vraiment des années, hein. Bien sûr, c'est un truc qui est mesuré, tout ça. Là, j'ai l'impression que c'est des trucs où il a une idée un peu en vacances quelque part, il la met sur un texte, et il la tourne très rapidement. Les films de Dupieux sont tournés très rapidement, écrits très rapidement, montés très rapidement. Hein. Voilà, il a les films en tête qui viennent très vite. Il les voit, je pense, un peu comme des sortes de vidéos YouTube très rapides, quoi. Et je trouve quand même que il y a ce truc où je pense pas qu'il se voit comme un génie. Mais c'est un peu peut-être de la surinterprétation de lui. Je sais pas comment il se voit. Mais même l'aspect où il a pas envie de répondre aux interviews. Où il a pas envie de parler à la presse. Où il a pas envie de parler à des gens. Tu vois qu'il vient de la métaclip. Oui, voilà. Tu vois qu'il vient de là-bas où en fait c'est tourné très rapidement. Et où il s'en fout. Et où il fait des trucs dans son coin. Et puis voilà. Mais je trouve que il y a un truc où ce manque de prétention là, je trouve qu'il fait du bien, parce que généralement en fait je trouve qu'un défaut de beaucoup de cinéastes, c'est que parfois ils pensent que leur film va changer le monde, alors que bah, c'est des films qui sont sympathiques, et puis voilà, après factuellement tous les films changent le monde au moins en partie, mais au moins ils changent des personnes. Donc je trouve que l'aspect de dire et c'est bon, le cinéma c'est pas si sérieux que ça, et quand même de faire des films qui sont vachement cool parfois, pourquoi pas hein, pourquoi pas, et je trouve que ça apporte quelque chose, au moins une sorte de rééquilibrage par rapport à certains qui se prennent vraiment trop la tête. J'ai fait la blague un peu sur le Discord, hein, mais il y a un autre cinéaste qui sort un film par an de moins d'1h30 qui s'appelle Hong Sang-soo. Pour le coup, je sais que au niveau des critiques et au niveau du regard qu'il y a autour de ces films, c'est vraiment vu comme ah oui, c'est un génie à chaque fois, enfin voilà.
Alors que pourtant, bah, c'est à peu près le même rythme de sortie, les mêmes, comment dire, les mêmes choses où c'est à peu près tout le temps le même film. Mais voilà, mais c'est toujours intéressant. Et en tout cas, c'est le même style, parce que là, pareil, c'est le même style du Pieux, où généralement la caméra bouge pas trop. Comme vous le voyez là dans la bande-annonce, c'est toujours des plans fixes, assez clairs, basés sur le jeu des acteurs, sur le jeu des actrices, particulièrement du coup là ici sur le jeu de Ada Exarchopoulos, que je trouve vraiment brillante, et où en fait il choisit vraiment ses acteurs en fonction avec des personnages très très forts et des personnages assez froid et assez plat en fait. Lors d'une interview, quelqu'un lui avait demandé comment il écrivait ses films, c'était pour Dali, donc je peux comprendre. Et il a répondu que c'était hyper simple et vraiment pas aussi compliqué que les gens aiment le dire. Visiblement, lui-même ne considère pas ses films comme des trucs méga complexes. Oui, c'est un peu, et c'est d'ailleurs un peu ce qui pour moi est intéressant dans l'accident de piano, c'est que il y a ce truc où il essaye de rentrer dans sa propre psyché, j'ai l'impression, et il essaye de rentrer dans, vu qu'en fait c'est une sorte d'interview de lui-même campée par le personnage du coup d'Alex Zarkopoulos, interviewé par Sandrine Kiberlin, et où on se dit mais en fait, oui, il répond à sa propre interview, et en fait on voit que dès qu'il essaye de creuser un petit peu, ça peut devenir intéressant. Même si parfois, bon, en ayant vu ces films, quand même, quand tu essayes de creuser, je veux dire, la notion, par exemple, enfin, le message par rapport aux IA dans le deuxième acte est pas intéressant. Je veux dire, c'est nul, hein, on peut se le dire. Mais là, comme il essaye de creuser en lui-même, il y a un aspect presque psychologique et presque psychiatrique qui est intéressant, qui est pertinent, je trouve. Et les gens disent souvent que jouer chez Dupieux, c'est comme jouer dans une cour de récré. Et je pense que Dupieux embrasse vraiment ce truc de se dire on est là pour s'amuser et faire un film au bout. Oui, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je l'apprécie beaucoup en tant que cinéaste. C'est-à-dire que je pense qu'il apporte vraiment quelque chose au milieu du cinéma, particulièrement au milieu du cinéma français qui se prend parfois beaucoup la tête avec ses films. À finir en burn-out et à se dire non, il faut absolument que le film se fasse comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Et globalement, je trouve qu'il apporte quelque chose à dire non, il y a peut-être d'autres manières de voir les choses, il y a peut-être d'autres manières de voir les films qui peuvent être intéressants. Et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Mais du coup, cette autocritique-là, moi, elle m'a intrigué parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que dès que tu essayes de rentrer dans quelque chose de complexe chez Dupieux, généralement, ne serait-ce que déjà à cause de la durée de ses films, tu peux pas tellement rentrer dans quelque chose. Mais là, il essaye un peu d'avoir des petits dialogues par moment où je me suis dit, putain, mais je suis vraiment dedans, je suis vraiment dans ce dialogue-là, je suis vraiment dans ce qu'ils essayent de se dire, je trouve ça pertinent, je trouve ça intéressant. Donc j'ai creusé, et je vois que ça continue de creuser. Je vois que ça continue, que la scène dure un petit peu longtemps, que vraiment, il y a une scène, je pense, de 5-10 minutes où juste des personnages se parlent, et où il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de blague, et je me dis, attends, là c'est intéressant, je veux dire, ça me fait penser à d'autres dispositifs, tout ça, mais je me dis, là c'est intéressant, là il y a quelque chose. Tu vois, par contre, qu'il est full dépressif depuis 10 ans, faut qu'il fasse un truc par contre. Non, mais ça c'est sûr. Mais après, qu'il utilise les films comme thérapie, ça me va très bien aussi, bien sûr. Faut qu'il ait des bêtes d'acteurs, par contre, si ça joue moyen, c'est souvent naze. Mais après, il est choisi comme ça. Il est choisi comme ça. Et en plus, moi je me souviens, c'était à l'avant-première d'Ancrame mais vrai, où ça disait quel paria à l'improvisation. Et il disait non, mais en fait, nous, tout est calibré à chaque fois. Tout est vraiment parfaitement fait. Et tout est vraiment nickel. Et où il n'y a pas de place, je veux dire, la virgule près ne change pas. C'est ça le truc. Le point fort de Dupieux, c'est la direction d'acteur, les dialogues, la comédie parfois, et ces personnages freaks, hyper caractérisés. C'est limite des personnages de films d'animation. Faut juste qu'il arrête de parler de sujets de société. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Vraiment. Vraiment, vraiment. Après, tu peux déjà creuser comme ça dans la réalité. Ouais, mais après, comme le personnage change, je comprends qu'il continue à faire ça. Je comprends qu'il continue à faire ce genre de film-là, où il essaye de creuser, parce que je pense qu'il a un petit peu évolué quand même dans son rapport au monde récemment. Et d'ailleurs, moi je sais que j'ai l'interview de Dupieux à côté. Je pense que on va se mater l'interview de Dupieux à côté sur France Inter, parce que je me dis, mais en fait, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir déjà comment il répond, parce que c'est toujours très intéressant, hein, bien sûr. Là-dessus, comment il adapte, comment il parle aux journalistes. C'est-à-dire que, en fait, globalement, il n'a jamais envie d'être devant des journalistes, et il a envie de juste faire des films, les diffuser, que les gens en parlent, limite, parce que bah, déjà ça fait de la thune et tout, voilà, business is business, mais aussi que bah, juste les gens le voient et que ses potes les voient et qu'ils s'amusent en le faisant. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait envie que ça soit des débats de société. Et c'est un peu ma limite aussi avec ce mode de pensée là. C'est-à-dire que
factuellement, quand tu sors un film, on le reverra peut-être dans la vidéo après, mais quand tu sors un film, il est politique. Il est politique, il est éminemment, il est voie de débat, voie d'échange en fait avec les gens. Et si tu es fermé à ça, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que moi je sais que après par contre, Lynch il dit la même. Lynch il dit la même chose. Lynch quand on l'interroge sur ses films, il dit bah regardez-le et puis voilà. Mais il n'est pas fermé à la discussion après le film sur certains aspects, ça c'est vrai. C'est juste qu'il va un peu dévier à chaque fois le sujet, un peu comme Dupieux. D'ailleurs, il y a ce truc où aussi, pareil, c'est un truc qui les rejoint. L'autre truc qui les rejoint, c'est qu'il fasse du cinéma considéré comme absurde. C'est vrai, hein, il y a quelque chose là-dedans, hein, bien sûr, peut-être à creuser. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que là où je trouve ça particulièrement intéressant, c'est dans son rapport au journalisme, c'est que j'ai l'impression que le deuxième acte, comme il traite de sujets de société qui le dépassent un petit peu, que ce soit les IA, le féminisme également, il traite un peu de MeToo dedans, je pense qu'il a mal pris le fait qu'il ait pu avoir des critiques, qu'il ait pu avoir des gens qui lui aient parlé de ce film-là en lui posant des questions pour essayer un petit peu de creuser, là où il essayait de faire des messages simples et très honnêtement extrêmement casse-gueule, hein, voire vraiment dégueulasses. Mais je pense que ça l'a personnellement affecté et que c'est pour ça qu'il fait ce genre de film-là comme l'accident de piano. Parce qu'il y a vraiment un truc où je pense qu'il l'a vraiment mal pris. Et c'est vraiment... Alors en plus voilà, Poisson tu dis ça, mais c'est connu, hein, c'est un seumard. C'est vraiment un seumard Dupieux sur ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il accepte pas... C'est aussi pour ça que moi je vois les gens qui pensent qu'il est considéré comme un génie. C'est parce qu'il y a quand même ce truc où effectivement, c'est un peu trop un seumard pour être juste dans la position de je fais des films dans mon coin, tout ça. C'est-à-dire que si tu fais des films dans ton coin et que les gens l'aiment pas, au pire tu t'en fous, hein. Mais le truc c'est qu'il répond un peu trop aux gens par moment. Alors il essaie de se calmer et puis finalement j'ai pas l'impression qu'il réponde à tout le monde parce que ça aussi c'est un vrai truc, hein. Par contre, mais je sais pas pourquoi Dupieux est passé de cette personne que tout le monde adore. D'un coup, tout le monde se dit mais Dupieux, génial. Ah trop bien, il revient en France avec Au Poste, il revient en France avec machin. C'est génial, c'est incroyable. Et d'un coup, ça devient en genre 3-4 films. Je pense en partie parce que il a lancé Raphaël Quenard aussi. D'un coup, c'est devenu le pire réalisateur de tous les temps. Et je me dis, mais c'est fou quand même. Il a juste fait quelques films entre temps. Il a pas fait des films non plus dégueulasses. Il a fait des films que moi personnellement je trouve mauvais. Mais j'ai pas. Enfin, je veux dire, ça prendra pour moi plus de temps avant de juger Dupieux là-dessus, quoi. De toute façon, cette façon de penser par rapport à la politique, c'est très précis par rapport à son milieu, headbanger, etc. C'est des mecs qui ont aspiré toute esthétique de certains courants artistiques en les dépolitisant au possible. Ça, je comprends, effectivement, ouais. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ce truc où, pareil, la politique, je pense, le dépasse énormément. Et je pense qu'il n'a pas envie de faire de la politique. Je pense qu'il n'a pas envie de parler de politique. Mais factuellement, il le fait. Je veux dire, il fait des films, en fait. C'est ça le truc. Et il y a quand même ce truc. Imo, c'est une preuve de la montée du fascisme. Non, mais les gens, faut pas. Mais... il y a enfin, c'est pas nécessairement que ce soit la montée du fascisme, c'est plus qu'il y a un côté où il n'a pas envie de se prendre la tête avec ça et où il a envie d'exprimer des opinions politiques sur le monde, sur la vie, grâce à ses films et de pas les développer, mais aussi parce que bah, il le fait de manière du coup très maladroite parce qu'il a pas envie de prendre du temps pour faire ces films là. Et en même temps, le fait qu'il prenne pas du temps, c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez vif dans ces films. Enfin, c'est pour ça que c'est très compliqué à voir. Non mais les critiques qu'il reçoit. Ah, les critiques qu'il reçoit. Non, non, non. Moi je pense que c'est juste... Non, je pense que c'est pas un truc de la montée du fascisme. C'est juste que... c'est un truc de prouveur, la vérité. C'est-à-dire que quand Dupieux était ce réal un petit peu... enfin pas trop en vogue, qui était un peu... underground entre guillemets, parce qu'en plus venant de la scène électro, tout ça... et que d'un coup ça devient ce réal qui vend, qui a les plus grands acteurs français dans ses films, tout ça, bah oui forcément ça sera vu, oui voilà, avant c'était un cinéaste de niche, et maintenant c'est un cinéaste plus mainstream, même si bon, il a jamais dépassé les millions d'entrées. Oui pardon Béranger, mais t'as dit exactement la même chose que moi. Il y a un certain élitisme des cinéphiles vis-à-vis de Dupieux, je pense. Au départ il se disait que c'était super quand c'était un peu inconnu, et à partir du moment où c'est fait connaître, les gens sont détachés, bien sûr. Et c'est généralement, en plus c'est généralement les mêmes personnes ou les mêmes profils de personnes. Et moi je trouve que c'est vraiment un truc de prouveur que de dire ah j'ai adoré Dupieux mais oh c'est bon il me saoule maintenant. C'est bon en fait c'est surtout voilà vous pouvez vous dire
Ah maintenant il me saoule. Moi c'était mon cas, je veux dire Dali et le deuxième acte, je suis sorti un peu j'ai trouvé ça un peu moyen, voire mauvais. Et c'est vrai que là je me dis bon, il faudrait que ça évolue un petit peu. Et j'avais plus trop d'espoir entre guillemets, mais tout comme, je veux dire, tout comme plein de réals qui m'ont déçu sur leur dernier film, où je me dis ah finalement ce film là c'était juste un coup de chance, tout ça. Ça arrive, évidemment. Mais bon. Mais en tout cas je vais pas non plus, enfin j'y vais toujours avec curiosité. Moi vous savez, il y a ce texte de Niro qui dit tu nous pardonnes, on te pardonne 2 fois, à la 3e on débouche chez toi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si il fait genre 5 films d'affilée qui sont extrêmement mauvais, bon je vais peut-être pas voir le 6e quoi, je veux dire je vais passer à côté, c'est pas non plus très très grave quoi. Moi j'ai plus vu des gens dire que le mec a fait 2 bons films et après ça a tout whippin. Encore 2 bons films, moi je trouve qu'il y a vraiment, enfin... Parce que Steak c'est excellent, Rubber c'est excellent, Wrong Cop c'est vraiment génial, Réalité c'est très bien, Au Poste moi je sais que j'ai moins apprécié, Le Dain je sais que d'ailleurs je suis sorti du film, je trouvais que c'était un affront, et après plus j'y pense plus je l'ai bien aimé. Mandibule j'ai trouvé ça sympa, Incroyable mais vrai c'était vachement chouette, Fumer fait tous c'est moins, mais Yannick c'était super, enfin il y a que des trucs comme ça où je trouve que, en vrai dire qu'il a fait que 2 bons films c'est un peu chaud quoi, un affront. Non je sais pas, c'est la fin qui m'a frustré, c'est la fin et l'étalonnage qui m'ont frustré, un truc du genre. Donc bon, moi c'est mon cas mais plus parce que j'ai grandi, pour moi c'est un réel pour se former en cinéphilie, un peu, je sais pas comment le dire, ouais je vois le cinéma, début de cinéphilie tout ça, ouais je vois le truc, mais je suis pas nécessairement d'accord non plus quoi, parce qu'il fait des films bien, et justement, enfin c'est pas qu'il fait des films bien, mais c'est que il y a ce truc où justement il se prend pas la tête et quelque part c'est sa force aussi. Mais bon, après oui c'est vrai que c'est pas des cinéastes à analyser pendant 10 000 heures. En fait c'est ça le truc aussi avec Dupieux, et c'est sa limite également. Donc bon. Mais voyons voir du coup cette interview de Dupieux, où encore une fois il faut le dire, hein, il est toujours mal à l'aise en interview. Donc c'est toujours ça qui est marrant aussi à voir. France Inter, le 7-10. 7h48, Sonia De Villers, votre invité, le réalisateur de L'Accident de piano qui sortira au cinéma le 2 juillet. Réalisateur, ah non, c'est un peu court. Scénariste, chef opérateur, cadreur, script, monteur, de ces films qu'il tourne très vite avec des petits moyens et des grands acteurs. Le prochain est sur le fil, grinçant, c'est-à-dire à la fois drôle et méchant. Bonjour Quentin Dupieux. Bonjour. Allez-vous répondre à mes questions? Oui, alors non, déjà je vous coupe direct. Non, Direct. Non, ouais, en fait, on m'a mis dans cette case petit moyen et je me sens malhonnête en fait parce que je commence à avoir des moyens pour faire des films. Parce que ça fait quand même Ouais, beaucoup de millions d'euros, c'est ça? Voilà, donc j'ai pas envie de profiter de ce statut de jeune cinéaste qui fait des films qui coûtent pas Ça cher. fait des Au moins, d'ailleurs, moi je note ça, hein, au moins il est honnête d'ailleurs déjà sur son rapport aux journalistes, c'est-à-dire qu'il va pas dire non j'ai un rapport tout à fait sain aux journalistes, il va dire oui je sais que je vous fais chier, je sais que je me fais chier également, enfin voilà quoi. Et plus un hot take, plus un mec est timide, stressé en interview, plus il a des chances d'être à Montréal, c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, aussi deuxièmement, il a une DA, c'est vrai que bon, alors certes il fait je pense un petit peu chaud à France Inter, t'étais pas obligé de baisser aussi bas la chemise, mais bon, pourquoi pas. Mais globalement, je trouve quand même que oui, au moins, et aussi pareil, il est honnête quand il reprend les journalistes sur certains trucs. C'est-à-dire que il y a aussi ce truc-là où je sais qu'une des critiques qu'avait exprimé Rosé Chevalier sur le Discord, c'était ce côté où, comment dire, c'est un film un peu journalope entre guillemets. Bon, moi, je vous avoue que je suis dans la critique du journalisme très très souvent, donc je trouve que c'était très bien à ce niveau-là. Mais voilà, quoi. Moi, que vous refusez toutes les interviews alors même que vos films font un tabac en salle et que vous faites l'ouverture du Festival de Cannes, vous revenez en interview avec un film qui raconte quoi? Un personnage qui déteste répondre aux questions et une interview qui tourne mal. Oui. Non, mais ça n'a aucun rapport avec ma vie privée. Non. C'est ça. Ah, voilà, au moins il est honnête aussi sur le fait que c'est un film un petit peu sur lui, quoi. Je trouve qu'il y a toujours des trucs à en tirer, même quand dans des malaises, des trucs du genre, quoi. La Galoche, c'est donc ce personnage joué par Adèle Exarchopoulos qui est une star du web née avec une pathologie, voilà. une insensibilité congénitale. Elle ne ressent pas la douleur. Alors, elle se filme en train de se mutiler à coups de pic à glace, de machine à coudre. Elle se fait rouler dessus par un monster truck. Ça ne lui fait rien. Elle poste ça sur les réseaux sociaux. Les gens en Mais moi je me souviens aussi, c'était une interview pour Au Poste où ils étaient sur Quotidien, je crois, et où ça parlait d'éléments de l'intrigue, et où bah en fait t'avais Dupieux qui était en mode mais vous pouvez raconter ça genre et Barthez en face qui disait mais bah oui c'est dans le dossier de presse. Donc je pense aussi il a un rapport aux autres et aux gens qui gèrent ses films et qui parlent de ses films, un peu de méfiance aussi, donc je pense qu'il a un rapport au spoil assez compliqué.
Folle. Est-ce qu'il y a là un hommage à cette culture des chaînes câblées américaines des années 90-2000, ces émissions totalement absurdes où des ados attardés faisaient n'importe quoi pour se faire peur et pour se faire rire? C'est même inclus dans le film. On voit que son idée, son envie de créativité germe le soir où elle découvre Jackass. Effectivement. Jackass, c'est Jackass. Oui, je cite Jackass parce que moi j'ai grandi avec ça. C'est un peu les débuts des réseaux sociaux en quelque sorte, sans le téléphone et sans Internet, mais c'était des gens qui se filmaient simplement avec une caméra à la con et qui faisaient des contenus. Déjà à l'époque, le mot n'existait pas, je pense, mais c'était une façon simple. C'est le cinéaste Spike Jonze qui a donné des caméras vidéo à des skateurs et qui leur a dit allez-y, faites ça, jetez-vous dans des poubelles. Et est-ce qu'il y a un petit reste aussi de tous ces films gore qui prenaient la poussière sur les étagères de vidéoclubs? Ouais, dans le genre petit goût quand même, du sang, du trash et du bruitage qui va avec. J'ai cette maladie effectivement. Après, je comprends aussi parce que moi je trouve, enfin je sais que c'est le journaliste là, je sais plus son nom. Je sais que c'était aussi la journaliste qui avait fait l'interview de Rema Hassan. Et je sais qu'il y a des moments, merci Paige, merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup. Mais je sais que c'était aussi une journaliste qui personnellement m'énerve un petit peu par moment, dans le côté où elle fait des questions qui je trouve sont vraiment parfois très longues. Et où je me dis mais laisse la personne parler en face en fait, ce n'est pas toi que j'ai envie d'entendre, c'est la personne interviewée. Et là où je trouve que Léa Salamé elle est très forte là-dedans. Donc bon. J'ai grandi, ma cinéphilie a commencé avec ces films. Donc en fait, oui, c'est plus fort que moi, même si je m'empêche, il y a toujours un petit morceau de film d'horreur qui ressort. Il y a une question, à laquelle Magaloche refuse de répondre. Ça l'insupporte. C'est pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Vous allez me la poser. Ouais. Bien, c'est bien. C'est pour ça que je fais pas d'interview. Ah voilà. Ah oui. J'en sais rien. En fait, je suis comme Magali. Moi, j'ai plein de points communs. Après, je suis moins cynique et je suis moins abîmé. Je suis moins abîmé. Non, il est sublime dans le film. Vous rigolez. On va en parler. Bah, oui, en plus, bref, le jugement là-dessus, alors que c'est Adèle Exarchopoulos. Bon. Mais est-ce qu'il faut donner du sens à tout ce que l'on fait? Est-ce que le refus de répondre de Magaloche, c'est une éloge de l'absurde, c'est un éloge du non-sens? Non, c'est qu'elle sait vraiment pas pourquoi elle fait ça. En fait, c'est un chemin. Elle a trouvé ce chemin. Alors moi, oui, j'ai envie de faire du cinéma depuis très longtemps et tout ça. Je pourrais faire des belles phrases pour vous expliquer que je suis habité par ce métier, etc. C'est un peu vrai. Un petit peu, mais après, si on poursuit et qu'on me demande pourquoi vous en faites autant, pourquoi il y a 2 films par an et pourquoi c'est 13 films en 17 ans. Voilà, pourquoi une cavalcade comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller vite. Je pourrais prendre 5 ans entre chaque film, comme font plein de cinéastes. Et en plus, on me prendrait beaucoup plus au sérieux d'ailleurs, parce que quand on se fait attendre, d'un seul coup, c'est C'est vrai, là-dessus, il a un rapport, et c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rapport effectivement ultra, comment dire, prétentieux au fait de se dire, je sors un film tous les 5 ans, je me fais vraiment attendre. Ça c'est vrai, il revient là-dessus, hein, c'est vrai. Vient au bout de 5 ans, il a dû travailler. Voilà. Surtout qu'il a pas donné un petit peu mon frère en Christ sur réalisateur. Bah oui, mais après il y a des réalisateurs qui sont juste... Moi je trouve vous êtes psychophobe avec Quentin Dupieux. Parce que il y a des réalisateurs juste qui n'ont pas envie de parler et qui trouvent que les films parlent à leur place. Et que c'est très bien comme ça, et voilà quoi. D'interview. Alors pendant ce temps-là, il travaille vraiment. Après, il y a plein de cinéastes qui donnent pas d'interview. Hein. Moi, je l'ai beaucoup fait. Donc le fait d'arrêter, ça fait comme si je prenais une décision grave, mais en fait. Quentin Dupieux, comment enlaidit-on à ce point la plus jolie fille du cinéma français? Sa tignasse, son appareil dentaire, sa silhouette toute arrondie, son plâtre, sa minerve. Est-ce que quand un acteur arrive sur vos tournages, il n'a qu'à enfiler une panoplie que vous avez dûment pensé, imaginé, ou est-ce que vous cherchez ensemble? Non, là, il y a plusieurs. Il y a pas de. Enfin, c'est pas systématique. Je ne grime pas tous mes comédiens. Enfin, ça serait ridicule d'ailleurs. Là, on avait besoin que ce personnage soit détaché du personnage d'Adèle. Oui, je trouve la question trop bizarre. C'est vraiment juste de dire. Et quand même, Adèle Exarchopoulos, elle est dégueulasse dans le film. Hein. Et pourquoi elle est dégueulasse comme ça, hein? Pourquoi vous avez fait en sorte qu'elle soit aussi dégueulasse? Genre, alors que. Enfin, je veux dire, vous la voyez là dans le film. Bon, déjà, là, comme ça, elle est ultra stylée. Je sais pas c'est quoi cette question sur cette tignasse. Parce que moi, je trouve que. Genre, je sais pas. Elle a pas des cheveux moches, un truc dans l'attitude où en fait elle est un petit peu, elle est ultra asociale en fait, c'est ça le truc, c'est ça qui la rend peut-être un petit peu par moment, comme dit la journaliste, moche, mais c'est pas qu'elle est moche, c'est qu'en fait elle n'a, tout comme Dupieux en fait, elle n'a pas envie de parler aux gens et donc elle se met dans une position où elle va ne pas donner envie aux gens de l'approcher en fait tout simplement. Oui, au début j'ai cru que c'était Léa Seydoux. Je me demande s'il voulait pas Léa Seydoux d'ailleurs au départ. Mais en tout cas je me suis dit mais je pense que la question elle est totalement conne parce que c'est pas qu'il veut la rendre laide, c'est qu'il veut la rendre pas approchable. Et ça passe par des attitudes surtout, hein, bien sûr. Et c'est pas juste la panoplie du personnage, c'est aussi tout le jeu d'Adèle Exarchopoulos qui n'est pas normal. Mais parce qu'elle veut pas se rendre approchable. Et pourquoi elle veut pas se rendre approchable aussi? Parce que y a une sorte de sous-intrigue avec Karim Leclou qui arrive. Enfin voilà, c'est trop bizarre quoi.
en fait, qu'elle ne se ressemble pas. Bien, enfin, ce serait ridicule d'ailleurs. Là, on avait besoin que ce personnage soit détaché du personnage d'Adèle, en fait, qu'elle ne se ressemble pas. C'est sûr. Voilà. Après, moi, je continue de la trouver très jolie, même en Magali. Ah, oui. Elle a des cernes et tout, elle est fatiguée, elle est abîmée par la vie, mais je la trouve vraiment. Et ses grognements. Et ce côté presque animal de fille rustre qui. C'est fou. Ça, on le trouve comment on amène Adèle Exarchopoulos à répondre par des... Bah déjà, on lui a fait poser des vraies bagues. Elle était chez le dentiste et donc... Non. Mais bien sûr, bien sûr. Donc en fait, ça lui a fait mal, ça lui tendait la mâchoire. D'appareil dentaire. Hein, des bagues d'appareil dentaire en haut et en bas. Ouais. Très désagréable. Donc elle a un peu saigné de la bouche, etc. Comme quand on pose un appareil dentaire. Mais du coup, ça a changé un peu sa diction, ça a changé sa tension dans la mâchoire. Juste pour savoir, elle se plante vraiment des pics à glace dans les mains, elle se coule les doigts à la machine à coudre ou non? Là, quand même pas. La petite fille de 10 ans. Oui, bien sûr. Et elle se tape sur la tête avec un marteau, évidemment. Donc cette horrible magaloche qui ne ressent pas la douleur, elle est donc... C'est horrible, c'est fou, hein. C'est vraiment dingue. Mais oui, enfin, moi, je suis vraiment en mode, mais tu m'étonnes qu'il ait pas envie de faire des interviews, quoi. Surtout que la mocheté de Magali n'est pas questionnée dans le film, il me semble. Bah oui, c'est jamais questionné. Enfin, il y a un moment où ça parle des bagues, et où ça dit pourquoi est-ce que vous avez des bagues aux dents, et où, bah justement, la réponse, en fait, elle est toute conne, parce que la vraie réponse est toute conne, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça, putain, mais tu m'étonnes qu'il ait pas envie d'aller voir des interviews, quoi. C'est coupée de son corps, elle est coupée de ses émotions, elle est donc coupée d'elle-même, elle est coupée des autres. Et donc ça fait, une actrice dont le visage bouge très peu, parce que ce personnage ne ressent rien, donc l'actrice traduit très très peu. Et ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire comment on produit... Mais du coup, Eric Ramsey, ils ont vraiment fait de la chirurgie dans Sting. Oui, ils ont fait du coup la chirurgie inverse pour un autre film après. Beaucoup d'effets avec un comédien qui joue très peu. Bah, en fait, mais, qui joue très peu, mais waouh, mais c'est... Mais je sais pas, c'est censé être une experte cinéma ou pas? Parce que je trouve que c'est des questions très mauvaises. Et je dis pas ça en mode elle est très mauvaise ou un truc du genre. C'est juste que j'ai déjà vu interviewer des politiques. Donc si ça se trouve, c'est une meuf qui était là et on lui a dit oui, va faire ça. Tu as juste à voir le film un petit peu avant, tout ça. Mais je trouve quand même qu'il y a ce truc où, enfin, si, elle est mauvaise, eh ben. Mais c'est une experte en laideur. Mais je trouve quand même qu'il y a un truc où... Enfin, c'est justement, Adèle Exarchopoulos, elle est ultra expressive. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui disait c'est des personnages cartoon aussi dans les films du Dupieux. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce vrai truc où c'est des personnages qui sont ultra cartoon à chaque fois, qui sont Looney Tunesques, qui sont vraiment caractérisés, en fait, qui sont clichés, qui sont remplis de travers, remplis de petits clichés, etc. Et ça, là-dessus, moi, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, moi, je trouve que justement, ça demande un jeu d'acteur et un jeu d'actrice extrêmement fort, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, si le perso est dégueulasse, est-ce que c'est aussi pour vous? Parce que vous êtes très moche, il faut le dire. Bah oui, c'est ça qui est fou, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est des questions de dingue, c'est fou, hein. Très peu, parce que ce personnage ne ressent rien, donc l'actrice traduit très très peu. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais justement, c'est aussi un rapport au monde qu'elle a dans le film. Enfin, c'est interview dans 2 minutes, mais pourquoi Jérôme Commander est aussi gros finalement? Enfin, vraiment, pourquoi il est énorme comme ça? Pourquoi c'est une... Moi, à chaque fois, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un message. Peut-être que vous avez voulu mettre une baleine dans le film en la présence de Jérôme Commander. Est-ce que finalement, Gérard Depardieu n'était pas présent pour avoir un autre gros dans le cinéma? Et du coup, vous avez pris Jérôme Commander pour avoir un énorme porc à l'écran. Finalement, est-ce que c'était ça le but derrière le fait de prendre Jérôme Commander? Et finalement, Karim Leclou, vous avez pris un arabe dégueulasse, un arabe très moche dans ce film-là. Est-ce que sa mocheté a un sens dans le film? C'est fou, je vais devenir fou. Et surtout, enfin, moi je trouve que ça traduit aussi, pareil, cette question-là sur le jeu d'acteur d'Adèle Exarchopoulos, c'est qu'elle joue effectivement très différemment des autres rôles qu'elle a. Non mais oui, c'est la blague, Cimetière, évidemment. Mais en plus, oui, c'est vrai qu'il a vraiment un truc où Karim Leclou, c'est l'acteur, je pense il peut me faire pleurer. Genre vraiment, alors dans le roman de Jim, il m'a pas fait pleurer, mais je pense que c'est vraiment l'acteur qui peut me faire pleurer parce qu'il a une bouille qui est absolument géniale. Il me terrifie. Poisson, dès qu'il voit des arabes, ah, c'est vraiment, c'est un taré, hein. Bref. Mais justement, je trouve que il joue excellemment, Adèle Exarchopoulos, elle joue excellemment bien parce que les comiques de répétition, le fait de tenir justement ce personnage-là tout du long, c'est absolument incroyable, quoi. Donc voilà, je m'appelle Karim. Tu t'appelles Karim, Poisson? Ça m'étonne pas, toi.
C'est-à-dire comment on produit beaucoup d'effets avec un comédien qui joue très peu. Bah, en fait, oui, mais tous ces attributs, là, la minerve, le plâtre, les 3 couches de vêtements, parce qu'elle a tout le temps minimum 3 couches de vêtements, etc. Ouais, c'est du vin d'homme. Oui, on a créé ce personnage avec un peu une façon de gigoter, etc., qui d'un seul coup donne. En plus, moi aussi, ce que j'aime bien, d'ailleurs, c'est que... en tant que... Parce qu'on dit souvent aussi que Quentin Dupieux, il est ultra obsédé par lui-même, tout ça, des trucs du genre, qu'il se considère comme un génie, comme vous avez dit précédemment. Il a dit pas mal de fois « on » durant cette interview-là. Hein. C'est-à-dire que vraiment, moi, généralement, quand je vois des interviews de réalisateurs, c'était des trucs en mode « j'ai insisté pour que le costume soit comme ça, j'ai voulu que ça soit comme ça, j'ai voulu que ci, j'ai voulu que ça ». Moi, je trouve que justement, le fait qu'il utilise si souvent « on »,« nous », on est allé là-bas, on a fait ça, on a fait ça, je trouve ça intéressant, quelque part. Je trouve ça, je trouve que c'est un rapport pareil au collectif et au fait de pas faire des films juste pour faire des films dans son coin, tout ça, qui est plutôt intriguant là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. Et je trouve la question, la question elle est pas intéressante, tout simplement parce que le personnage d'Adèle Exarchopoulos n'est pas tout seul, Magaloche n'est pas toute seule, et en fait c'est comment elle interagit avec les autres personnages qui est ultra intéressant, parce que tous les autres personnages globalement jouent de manière, jouent comme on s'attend à ce qu'ils jouent, c'est-à-dire que Sandrine Kiberlin joue du Sandrine Kiberlin, excellemment bien d'ailleurs, hein, c'est génial, moi j'adore la voir à chaque fois dans des films. Jérôme Commander il joue comme Jérôme Commander pourrait jouer dans d'autres films, dans d'autres séries. Voilà, bien sûr. Mais ta grande famille Ed Banger, c'est vrai. Il y a ce côté-là où effectivement, comme il vient de la grande famille de l'électro, c'est vrai que ça peut se rapprocher, c'est vrai. Ce sentiment de voir quelqu'un d'abîmé. Après, je suis pas d'accord avec le fait que son visage, en fait, moi j'ai vu le film en très grand hier au Max Linder. Son visage, c'est un festival de mouvement. C'est un festival. Ça n'a rien. Bah oui, enfin, elle est ultra expressive à chaque fois. Elle fait que, enfin, il y a une scène qui est absolument incroyable. Vraiment, enfin, je trouve vraiment que s'il y a une scène à retenir de ce film-là, c'est la scène qui est vers la fin où elle est au téléphone. Alors pour ceux qui ont vu le film, je peux pas spoiler le contexte et tout parce que c'est trop compliqué à expliquer. Mais il y a une scène où elle est au téléphone et comment elle bouge son visage, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment incroyable comment elle fait. Genre c'est fou quoi. C'est pour ça, moi, quand c'est un film à cause d'un réal, etc., ça peut être discutable pour le reste du taf qui mérite pas de voir leur taf. À eux, être cancel après, je vais sur une route dangereuse. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, peut-être j'ai mal lu, je sais pas où il y a des virgules qui manquent, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, effectivement, un réal n'est pas le seul à porter son propre film, tout comme un acteur n'est pas le seul à porter son propre film, etc. Après, il y a un côté où tu soutiens la personne aussi. C'est-à-dire que, bon, si demain... Polanski veut faire un film, je ne vais pas aller le voir parce que je me dis mais en fait ça veut dire que tout le monde était d'accord pour jouer dans ce film de Polanski. Et il y a aussi ce truc où si c'est par exemple si ça tombe après la production, je veux dire je sais pas, le film The Flash par exemple, bon le film The Flash c'était pas à voir parce que c'est un très mauvais film, mais évidemment, mais vu que c'est tombé après la production, est-ce qu'il faut vraiment que le réalisateur soit impliqué là-dedans? Et bon, là en plus, c'est un film de studio, donc j'ai pris le pire exemple du monde. Mais admettons, il y a un petit film qui sort à un moment, et il se trouve que le film a été tourné, monté, et que entre le tournage et la sortie du film, l'acteur principal, voilà, je le jure, je crois c'est ça, ou je l'ai juré, je sais plus. Je crois que l'acteur principal a eu des trucs au cul. Un truc du genre, ou un des acteurs principaux a eu des trucs au cul, mais ça s'est passé, enfin c'est sorti après le tournage, voilà. Et il y a un film ou une série, Les Dalton, avec Jérôme Niel qui va sortir, qui a été tourné. Bon ben comment tu fais, sachant que tu savais pas au moment du tournage, tu vas pas aller le retourner. Je sais qu'il y avait un film comme ça avec de Ridley Scott où il y avait Kevin Spacey, il a retourné avec Christopher Plummer l'intégralité des scènes du film au même endroit avec les mêmes lumières et tout, donc ça allait assez vite, mais il a entièrement tout retourné avec un autre acteur parce que les accusations autour de Kevin Spacey étaient sorties. Je sais plus exactement c'est quoi le film, je crois que c'était vraiment, ça avait l'air d'un film un petit peu oubliable, mais je sais que le truc a été vu comme quelque chose d'assez fou parce que en fait effectivement, quand tu vois que t'as un film qui sort et que il y a des accusations autour d'un des acteurs, des réalisateurs, tout ça, comment est-ce que tu gères la chose pour
parce que tu n'as pas envie de soutenir ça, tu n'as pas envie de soutenir un film qui a été fait par quelqu'un qui est persona non grata, je pense, du moins monétairement bien sûr. Mais après tu peux avoir de la curiosité. Moi je sais que voilà, le Dracula là il sort au fin du mois, je vais aller le voir. Bon, je vais prendre un billet pour un autre film et aller le voir, mais je vais aller le voir. Mais par contre, comment est-ce que tu gères tout ça, quoi? Comment est-ce que tu gères ces questions-là si ça tombe après le tournage? Est-ce que tu annules tout le film parce que tu te dis mais c'est mort, sachant qu'il y a des enjeux d'argent derrière, il y a des enjeux de carrière, que tu as gâché ton temps, que tu as gâché ton argent? Est-ce que tu essayes de faire en sorte de pas le relever? Moi je sais que par exemple il y a un film qui est sorti plus tôt dans l'année qui s'appelle Zion, où il me semble que l'acteur principal a eu des accusations après la sortie du film aux Antilles. Alors je sais plus exactement de quel ordre c'était ces accusations là, mais du coup je crois que ce qui a été fait c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué nécessairement autour du film et que c'est sorti comme ça, quoi. Est-ce que tu soutiens Bastien Yves, monsieur Paf? Bah non, enfin je vais pas soutenir Bastien Yves dans la suite. Par contre si demain Bastien Yves fait un film et que tout le monde est d'accord pour tourner dans ce film de Bastien Yves, je trouverais ça un peu chelou. C'est ça le truc. C'est aussi ça. Donc bon, je connaissais pas la strat de payer un autre film, c'est brillant. Bah bien sûr, évidemment. Mais ça de toute façon c'est toujours des stratégies aussi où pareil, c'est se barrer 10 minutes avant la fin du film si le film t'a pas trop plu et d'aller dans une autre salle. Déjà soutenir Bastien Yves c'est du délit de bon goût. Mais Last Man c'est très bien, moi j'ai un tome de Last Man chez moi. Parce qu'en fait j'ai lu tout Last Man grâce à un pote du tome 1 à 11. Et au tome 12 j'étais plus pote avec cette personne. Donc voilà, comme Depardieu qui tourne encore. Mais après, ça pareil, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, admettons, vous rejoignez un film, vous êtes figurant sur un film, tout ça, on vous dit c'est un film de machin, et vous arrivez sur le tournage, il y a Depardieu. Qu'est-ce que vous faites? Genre vraiment, qu'est-ce que vous faites? En tant que personne, quoi. Je faisais 15 minutes au shot pour enchaîner les séances. C'est une autre strat, c'est vrai. Pour la semaine, il est pas tout seul, c'est vrai. Mais après, les autres personnes avec qui il est, c'est pas... faut pas le sauver non plus, hein. mais voilà. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est des questions... Enfin, et je trouve que particulièrement quand tu parles de Dupieux et que tu dis, bon, Après, Dupieux, c'est un décisionnaire aussi, hein, de ses propres films, hein, bien sûr. Hein. C'est quand même un truc où je crois pas qu'il soit producteur. Je sais que c'est Shifumi Productions sur ses films. Mais je pense quand même qu'il a la main, a priori, sur ses acteurs et sur les acteurs qu'il veut. Donc, et si demain, Dupieux, il prend comme acteur Depardieu, bah oui, évidemment. Enfin, c'est aussi ce choix-là. C'est-à-dire que si le réalisateur, il prend Depardieu comme acteur sur un film, je trouverais ça chelou, bien sûr. Et du coup, j'aurais pas envie de soutenir le film. Bien sûr. Bien sûr. Jamais, son visage, en fait, moi j'ai vu le film en très grand hier au Max Linder, son visage c'est un festival de mouvement. C'est un festival. Ça n'arrête jamais, hier elle me faisait penser à Jim Carrey en fait, il y a un truc où ça ne s'arrête jamais de bouger, au contraire il se passe plein de trucs. Mais après oui, on parle de quelqu'un qui ne ressent pas la douleur, donc on imagine qu'elle a pas non plus d'émotion, pas tellement. Et du coup, elle sait pas qu'elle ressemble à un robot, c'est que c'est une sorte d'être humain un peu avec un truc débranché à l'intérieur. C'est son pote Hugo Sélignac qui me semble, donc c'est pareil. Oui, Hugo Sélignac qui du coup est le producteur de... Je crois que Shifumi c'était L'amour ouf et leurs enfants après eux aussi notamment. Est-ce qu'il y a un point commun entre Yannick, c'était Raphaël Quenard qui prenait en otage acteurs et spectateurs d'une pièce de théâtre pour faire jouer la pièce qu'il voulait, lui, et cette Magaloche, dans le côté brut de décoffrage totalement inadapté, donc totalement sans filtre, plein de colère, plein de violence. Ils sont très borderline, ces personnages. C'est presque des cousins. Vous êtes en train de me dire que je me répète? Non. Non, en fait, en plus, c'est plutôt même l'inverse, puisque même s'ils se ressemblent, effectivement, il y en a un qui gueule parce que la place de cinéma est trop chère, et l'autre qui se fait un pognon qui gagne des fortunes et qui s'en fout de tout le monde et qui méprise les classes sociales et qui n'a rien à foutre de rien. Mais ces espèces de petits monstres, c'est des monstres. Ouais. C'est des monstres. L'idée. C'est comique un monstre. Ça c'est pas à moi de le dire. Moi, ça me fait rire, c'est sûr. Après, on n'a pas tous le même sens. Bien sûr, c'est comique des monstres, hein. Surtout chez Dupieux. Hein. Parce que rappelle que Adèle Exarchopoulos, c'est je crois son deuxième film, hein, chez Dupieux. Son premier c'était Mandibule. Et dans Mandibule, c'était le personnage comique, parce que c'était un personnage qui faisait que crier. Alors je sais plus pourquoi, je crois que c'était encore une fois un truc de maladie bizarre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a une obsession avec le fait de rendre malade Adèle Exarchopoulos. Mais il y avait un truc où il faisait que crier, du coup, et où il faisait que gueuler. Et forcément c'était comique, parce que c'était un personnage qui était à part. Et forcément que du coup le personnage avait cet aspect un petit peu monstrueux, quoi. Accident de ski, oui voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs voilà, je veux dire, exemple. Exemple sur le truc du cancel. Mandibule sort un petit peu en retard parce que y a eu le Covid, tout ça.
entre-temps, il y a des accusations autour de Romeo Elvis. Est-ce qu'il faut du coup annuler sa venue pour aller voir Mandibule, sachant que déjà Romeo Elvis est payé du pareil au même, peu importe que le film soit un succès, on ne sait pas, mais peut-être que les gens autour du tournage ne le savaient pas. Est-ce que, voilà, est-ce que ça a du sens finalement de ne pas aller voir le film juste comme ça pour ne pas soutenir, sachant que Romeo Elvis depuis, il tourne plus au cinéma, il tourne bien moins en tant que rappeur, tout ça. Genre voilà quoi. Bon après, moi Romeo Elvis, j'avais écouté 3 chansons et j'étais en mode ok. D'accord. Mais c'est plutôt le côté attachant moi qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'un mec comme Yannick, quand il se lève, en fait c'est très agaçant, un mec qui coupe une pièce de théâtre, même si la pièce de théâtre est mauvaise, il est agaçant, il prend la parole, il écoute personne, il parle tout seul. Magali, elle est attachante, elle est infecte, elle est attachante. Ah moi je trouve, oui. Ah moi je trouve. Elle est attachante. Ouais, oui, parce que je me suis demandé, qu'est-ce que le cynisme, l'avidité, l'indifférence, l'insensibilité, la vulgarité et le mutisme de Magali dit de notre époque. La solitude, en fait. Et comme Yannick, c'est des gens seuls, et je crois que malheureusement. La solitude. Bah oui, il y a une grande solitude. Donc on va pas avoir de laïus sur le désastre produit par les réseaux sociaux, la violence que ça engendre, pas de. Vous n'êtes ni lucide, ni désabusé, ni réactionnaire, ni vieux con. Je suis tout ce que vous voulez, mais moi je garde une petite fenêtre d'espoir, c'est que ces réseaux sociaux à la con, il y a plein de gens qui s'en servent de manière relativement intelligente. C'est pour ça que pour moi le message de dire c'est un film de boomer, etc. L'accident de piano, je trouve que c'est pas nécessaire, parce qu'en fait ça montre une facette des réseaux sociaux, ça je suis d'accord, hein, bien sûr, ça montre une facette très Mr Beast, très détestable évidemment des réseaux sociaux là-dessus, très cynique, sans âme, sans personnalité. Mais je trouve que là-dessus, Copium, mais non, moi je trouve que les gens, Internet c'est génial. Je veux dire, allez, on arrête Internet. Bon, j'arrête le stream. Voilà, genre c'est absolument incroyable quand même. Internet, comment ça connecte les gens, comment ça permet de diffuser des paroles, de diffuser des discours, de diffuser d'avoir des gens qui parlent entre eux alors qu'ils n'étaient pas censés se parler à la base. Il y a un truc vraiment qui est tout simplement fou sur Internet, et dans le fait qu'on utilise tous un peu Internet pour faire des trucs dans notre coin, c'est absolument incroyable. Mais maintenant, moi je trouve qu'effectivement il y a un truc où ce que ça montre dans l'accident de piano, c'est les facettes un peu les plus négatives. Ça oui, bien sûr. Beaucoup de créateurs, alors beaucoup, attention, il y en a des milliards qui filment n'importe quoi toute la journée et qui nous emmènent à la catastrophe et qui nous vident le cerveau, mais il y en a... Bon, là-dessus il devient un boomer, bien sûr. Oui, bien sûr. Faut pas comprendre Internet et les réseaux sociaux à la logique algorithmique indiquée. Justement, cette logique algorithmique-là, elle est abordée dans le film de Dupieux. Elle est abordée dedans. C'est-à-dire qu'il parle de cette notion d'algorithme, de cette notion où en fait c'est des contenus de merde et où quelque part, juste parce que c'est à cause de l'algorithme, ça s'est monté tout en haut. Donc voilà. Il a plus l'air de critiquer la team Nasdaq que Internet en général, de ce que j'ai compris du film, je l'ai pas vu. Pour moi, c'est pas nécessairement Team Nasdaq, parce que Team Nasdaq, déjà, c'est une team, alors que là, elle est toute seule, avec juste un assistant de prod, hein, globalement. Et non, je dirais plus que c'est un truc très général, quoi. Il y a une petite poignée d'artistes qui s'en servent pour faire des trucs vraiment chouettes, et il y a plein d'inventions, et ça nourrit une créativité chez eux. J'ai pas envie de tout foutre à la poubelle sous prétexte qu'il y a des tarés partout, en fait. Tant mieux. L'accident de piano sort le 2 Eh ben, c'était... juillet. C'est le seul film qui se passe sous 2 mètres de neige, qui va donc être projeté en plein été, avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commander, Sandrine Kiberlin, qui sont absolument formidables. Sinon, il y a Vacances forcées qui est au soleil, mais qui est moins bon, quoi. Merci Quentin. C'est vrai. Putain, c'est toujours un peu laborieux les interviews de Dupieux, mais en même temps, s'il y a des gens en face qui sont pas très bons, ça aide pas non plus, quoi. Bien sûr, hein. Bien sûr. Là, c'est la pipe qui fait à Golden Moustache. Je pense pas à Golden Moustache. Je pense pas que ce soit Golden Moustache. Ensuite, du coup, un autre film que j'ai vu, c'est du coup de la même journée que l'accident de piano juste avant, c'était Matérialiste, du coup, de Céline Song. Alors, Céline Song, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé Past Lives précédemment, je crois que c'était il y a 2 ans, 2023, quelque chose du genre, qui était le film qui était sursucé un peu de partout, qui était pas mauvais, qui était vraiment pas mauvais, qui était plutôt correct, ok, pourquoi pas, mais par contre, qui était vraiment sursucé par plein de gens, alors que bon, c'est un bon film sur un amour qui ne s'est jamais fait, tout ça, mais bon, ça vaut pas du Truffaut, du Romer, peut-être pas du Chabrol, mais du Villette, des trucs du genre, qui sont aussi parfois sur des amours impossibles, même, allez, pour être très méchant, du Claude Lelouch, mais qui sont aussi parfois sur des amours impossibles du genre, et où moi je trouve que c'est des films qui sont sympathiques mais qui sont un peu trop américanisés. C'est un peu la même critique qu'on peut faire à Matérialiste, c'est-à-dire que c'est du coup une comédie romantique
sur du coup Dakota Johnson qui joue une matchmaker, Lucy je crois qu'elle s'appelle dans le film, qui joue une matchmaker. Donc c'est une meuf qui fait en sorte que deux personnes puissent se rencontrer, finir ensemble, etc. Et elle tombe du coup amoureuse lors d'un mariage entre deux personnes qu'elle a réussi à mettre ensemble, du frère du marié, qui est joué du coup par Pedro Pascal, qui a tout pour lui, bien sûr, qui est absolument qui est beau déjà, qui est extrêmement riche, très fortuné, et là où elle était constamment dans la vision de se dire mais en fait moi je ne me marierai jamais, je serai toujours célibataire parce que j'aime trop si je me marie avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un d'extrêmement riche, et bah là elle tombe évidemment sous son charme. Le problème c'est que en même temps qu'elle voit ce Pedro Pascal, il y a également quelqu'un qui revient dans sa vie, qui est son ex, joué par Chris Evans, ex qui est fauché, qui travaille du coup en faisant des mi-temps à côté pour un traiteur, et qui est bien pauvre, qui vit en colocation. Pareil, le portrait de la pauvreté, c'est intéressant parce que en fait les plans sont toujours très stables, mais dès qu'on est dans l'appartement de Chris Evans, ça ne fait que bouger, enfin voilà, vous voyez, ça fait que bouger dans tous les sens avec la shaky cam, tout ça. C'est un petit peu intéressant au niveau de même si c'est, je pense que vous le voyez, pas du tout subtil. C'est un peu également le problème, c'est-à-dire que en fait je me suis dit, on m'a vendu ce film là comme le renouveau de la comédie romantique, le renouveau de la rom-com, tout ça. Je me suis dit bon, ça a intérêt à être bien quand même, et je pense qu'il y a peut-être des trucs à avoir, parce que ne serait-ce que le job qu'a Dakota Johnson, il est intéressant. Je trouvais certaines attitudes des personnages, le côté un petit peu cynique au départ m'intéressait. Et après rapidement ça tombe dans de la rom-com en fait très classique hein, finalement. Sauf à peu près à la moitié du film, il y a une sorte de plot twist qui arrive. Il y a un petit truc qui arrive, il y a un petit élément, et je me suis dit oula, là-dessus ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un truc en fait où ça part dans un autre spectre, dans une autre vision, dans un autre genre en fait de film, où je me dis ok attention, là-dessus mon intérêt commence un petit peu à monter. Est-ce que ça va aller carrément ailleurs ? Et est-ce que ça va aller dans un tout autre genre, dans une déconstruction vraiment en partie de l'hétérosexualité évidemment, vu que c'est un sujet principal du film, hein, je pense que vous vous en doutez. Est-ce que ça va arriver autre part ? Est-ce que ça va tenter de faire un discours vraiment presque 4B, c'est-à-dire le truc le mouvement en Corée du Nord, tout ça, je m'attendais vraiment à ce que ça aille là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un événement en fait qui se passe à un moment. Je spoil pas, vous inquiétez pas. Ce que je dis là, c'est suffisamment vague pour que vous compreniez pas. Même si je pense que vous avez peut-être des petites idées dans votre tête, mais ce n'est pas les idées que vous avez en tête. Attention. Mais en tout cas, il y a ce truc où je me dis, putain, c'est en Corée du Sud. J'ai dit Corée du Nord, Corée du Sud. Pardon. Mais oui, bon, je pense pas qu'ils aient le mouvement 4B en Corée du Nord. Mais en tout cas, je trouve que effectivement, il y a un truc où je me dis putain ça va aller ailleurs, ça va peut-être, ça peut vraiment me surprendre en fait comme film. Et là où c'est dommage c'est que en fait c'est une sorte de petit détour qui revient très rapidement sur les rails, et c'est un peu ce qui m'a déçu. En même temps c'est un truc qui est bien mis, qui est bien mis en place, et qui donne des scènes d'ailleurs qui sont assez rigolotes au passage hein, d'ailleurs, parce que voilà il y a des scènes en fait d'un cynisme très subtil et et en même temps très absolu quoi, vraiment très radical, parce que en fait je trouve que là où le film est plutôt intéressant, c'est dans son exploration de la société américaine, de la société particulièrement new-yorkaise, où il y a beaucoup de l'apparence, il y a beaucoup de cynisme aussi sur le fait que par exemple dans les matchs qu'elle essaye de voir, bon moi ça m'a beaucoup touché parce que je fais 1m68, mais il y a beaucoup, enfin cet argument là qui revient énormément de la part des meufs, de dire non mais moi je veux sortir avec quelqu'un qui fait 1m80 minimum, des trucs du genre, enfin que des trucs comme ça. Et en même temps, le personnage de Pedro Pascal qui épouse parfaitement ce portrait de l'homme idéal, qui presque n'a rien à suspecter, et quelque part, enfin, il est absolument parfait, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un hic quelque part, en fait ? Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce film-là, cette exploration-là de la masculinité, du couple, de l'hétérosexualité également, qui est toujours un petit peu faillible, bien sûr, et qui est toujours un petit peu à critiquer dans le film, et qui est toujours un petit peu critiqué dans le film, mais par exemple voilà, ça c'est des scènes où en fait elle voit des personnes qui veulent avoir des matchs, et où en fait les gens sont toujours extrêmement
extrêmement exigeant. C'est-à-dire, il y a ce truc où, lui, par exemple, il a 41 ans et il dit alors, j'étais sorti précédemment avec des gens de 21-24 ans, là, j'ai besoin d'un peu plus mature. Et donc, elle lui dit bah, écoute, je crois que non, il a 50 ans, je crois, un truc du genre. Et elle dit bah, écoutez, moi, si vous voulez, j'ai ce profil-là qui a 35 ans. Et elle dit je pensais plus 27. 27 max, quelque chose du genre. Donc, c'est vraiment un cynisme pur et qui donne des scènes drôles comme ça. Oui, un poisson, t'es un abruti. C'est vrai. Bref, mais où il y a toujours ce truc du... C'est pas une redite de Challenger. Non, parce qu'il n'y a pas de triangle amoureux comme dans Challenger. Enfin, il n'y a pas de triangle amoureux qui soit un vrai triangle. Vous savez, généralement, les triangles amoureux, en fait, c'est genre deux lignes qui partent et où, en fait, les deux gars n'ont pas envie d'être ensemble. Alors que dans Challenger, c'est un vrai triangle. Mais poisson qui dit, comme tu le décris, on dirait un Cassavetes en mou. Bah, comme d'habitude, de toute manière, enfin, je redis ce que je disais un peu au début et ce que j'ai dit dans le TikTok en sortie, c'est-à-dire comme d'habitude, bah, il y a des inspirations extrêmement films de la nouvelle vague, films français, films d'auteur. Typiquement, voilà, il y avait du Truffaut et du Romer dans Past Lives, ils y sont également là aussi. Il y a aussi du Léo Scarax un petit peu, il y a aussi, bah, comme tu dis, du Cassavetes, il y a aussi du Jean Eustache, du La Maman et la Putain aussi, parce que le choix que doit, en inversé entre guillemets, parce que là, le choix que doit faire Dakota Johnson, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu, enfin, même s'il n'y a pas de notion de sexe nécessairement, enfin, c'est un film assez prude hein, à ce niveau-là. Il y a quand même ce truc où elle doit choisir entre quelqu'un qui est proche d'elle et quelqu'un qui va lui apporter quelque chose. C'est un peu ça. C'est-à-dire que elle aussi en fait c'est une fille de pauvre tout ça et elle est elle-même pas non plus dans un salaire mirobolant pour New York mais du coup elle est enfin il y a vraiment cette vision très cynique de l'exploration de la société américaine mais qui aurait pu être une vision beaucoup plus radicale je pense et c'est pour ça que moi le plot twist qu'il y a au milieu je me suis beaucoup rattaché et je me suis dit putain ça se trouve ça va aller quelque part. Finalement, la résolution me déçoit pas mal. Et finalement, ça va pas assez loin, je trouve. Et c'est un peu ce truc que je reproche pas mal au film, c'est que ça aurait pu aller bien plus loin dans son cynisme. Et elle fait pas tellement de choix, c'est ça qui est bien dans le film. Oui, elle est assez portée par les choses et elle peut jamais être honnête. C'est-à-dire que... Et il y a ce truc où il y a un moment où Pedro Pascal explique comment il y a un processus presque de manipulation de ce genre de personnes-là qui essaient de faire des rencontres entre les gens, qui est intéressant. Qui est vraiment très pertinent là-dessus. Mais je trouve que, en fait, ça aurait pu... Ce qui m'a déçu, c'est que ça aurait pu peut-être aller bien plus loin, en fait, dans son exploration et aller bien plus dans une déconstruction. Et presque, j'aurais trouvé ça ballsy, parce qu'en fait, le film se vend comme une rom-com. Mais derrière, si c'était un truc beaucoup plus radical et beaucoup plus punchy, vraiment... J'aurais trouvé ça absolument incroyable, clairement. Et j'aurais vraiment pas boudé mon plaisir. Là, je trouve que, en fait, le problème, c'est que, bon, déjà, aussi, vous le voyez, hein, la photo est pas non plus dingue. Il y a des petits moments de bravoure, par moments, il y a des petits moments où il y a des plans jolis. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois, il y a des plans qui sont assez longs sur des personnages qui parlent. Ça, c'est un truc que j'ai assez apprécié. Mais je trouve que, voilà, bah, en fait, Magellan, c'est ça le problème. C'est que, en fait, ça part de la rom-com. Ça divague un petit peu pour aller ailleurs, pour aller dans un autre genre. Et après, ça revient à la rom-com, ce qui m'a un peu déplu quelque part. C'est-à-dire que au bout d'un moment, t'as pas MDR. Oh putain, qui a accès à mon compte? Attendez. Non, c'est pas possible qui a accès à mon compte. Attendez, parce que c'est pas moi qui ai écrit MDR. Donc ça veut dire... Alors, qui a accès à ce compte-là? Qui a accès à ce compte? Tac. Attendez, parce que là, ça me perturbe. Où est-ce que j'ai oublié un PC à moi? Un truc du genre pour... ou alors mon... Non, Poli, je pense pas. Mais paf le chien. Ben, bonjour. Ah putain, c'est l'étard. Je sais que c'est l'étard. C'est l'étard. Je suis sûr c'est l'étard. L'étard, où est-ce que t'as accès à mon compte? Déconnecte-toi. Je suis sûr c'est l'étard. Hello, premier stream. Salut Aurels. Salut. TKT, paf, c'est un ami. Bah, j'espère bien, j'espère. L'étard, je vais te niquer ta mère. Où est-ce que t'es, l'étard? Bref, pardon. Mais en tout cas, putain, mais ça me perturbe. Je te jure, ça me perturbe. Bah oui, c'est toi, bien sûr. Putain, mais vraiment. Mais en tout cas,
je trouve que c'est pas un film déplorable en fait, matérialiste. C'est vraiment adieu, adieu l'État, dégage. mais en tout cas, je trouve que c'est pas un film, c'est vraiment pas un film détestable. C'est pas un film non plus que je trouve incroyable. C'est même pas un film que je trouve bien, pour être très honnête. Mais je trouve que c'est pas non plus un moment de merde. Et je trouve que en fait, c'est dommage parce que ça aurait pu être un film qui donne vraiment un sujet de société intéressant, important. Et une manière de voir les choses qui serait pertinente. Mais je trouve que ça va pas assez loin. Et c'est dommage parce que c'est pas le genre de film qui du coup crée des débats. C'est le genre de film où tu passes un bon moment et où tu passes finalement à côté après. Donc voilà. Avis sur le Cendrillon Horreur qui va sortir. Mais non, c'est pas que ça va sortir, c'est que c'est sorti, puisque c'est sorti cette semaine. The Ugly Stepsisters, du coup. The Ugly Stepsister, pardon. Qui du coup est une réinterprétation de. Ça moque la superficialité et le manque d'âme des bourgeois quand même. Et ça fait quand même du plaisir. Ouais, mais. Encore une fois, pas assez loin, je trouve. Hein. C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça passe juste par quelques petits dialogues, alors que ça aurait pu être un des sujets centraux du film. Et... Ah, bref. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, Magellan, et moi je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça aurait pu aller encore plus loin. Et je trouve qu'en fait, le problème, je reviens vite fait à Matérialiste, le problème, c'est que je pense que quelqu'un qui est ricain, qui est vraiment couple hétérocentré, tout ça, et qui est la personne qui est censée être moquée par Matérialiste, vu la fin, vu ce qui se passe dans le film, va pas non plus changer. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où tu vas pas changer en regardant ce film-là. Bon, de toute manière, tu changes assez rarement en regardant des films, hein. Bien sûr, les films sont pas là pour vous faire changer de vie, évidemment, mais je trouve que c'est le film qui va peut-être même un peu conforter la personne. C'est un peu ça que je reprocherais finalement à Matérialiste, j'allais dire à Magellan. C'est un peu ça que je reprocherais finalement. Et du coup, tu en parlais, Aurels, le Cendrillon qui est sorti du coup en salle, Cendrillon en mode horreur sorti en salle cette semaine, que moi du coup j'ai vu en avant-première il y a 2-3 semaines à peu près avec des amis, et où alors qu'est-ce qui se passe du coup dans The Ugly Stepsister? C'est du coup une réinterprétation du mythe et du conte de Cendrillon des frères Grimm, du point de vue du coup de la belle-sœur, la fameuse laide belle-sœur de Cendrillon, comparée à Cendrillon qui est absolument magnifique, et qui du coup se veut un peu plus proche également du conte originel, hein, sur bien des aspects, d'ailleurs sur l'aspect, parce que le conte originel par rapport à ce qu'a fait Disney c'est bien plus horrifique, hein, par endroits. Et du coup moi je peux te conseiller d'aller le voir, Aurels, je trouve que c'est vraiment un super film. Alors, je trouve qu'en fait, c'est un film où on le vend beaucoup dans certaines des bandes annonces comme une sorte de The Substance. Je suis pas nécessairement d'accord avec cette vision-là, en fait. Je trouve que cette bande annonce-là que je suis en train de diffuser actuellement est beaucoup plus proche du ton qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que le côté The Substance, je comprends pourquoi c'est là, parce qu'il y a un côté, en fait, il y a un rapport au corps, il y a un rapport à la féminité, à la notion de sororité, également à la notion de paraître, de faux semblants, qui est également bien évidemment présente. Il y a évidemment aussi de la chirurgie esthétique, du rapport body horror qui fait froid dans le dos. Enfin moi je sais que le body horror, j'ai des moments où j'ai du mal selon comment c'est fait, hein. C'est parce qu'il y a des moments où c'est bien fait, enfin il y a des moments où c'est bien fait, il y a des moments où justement c'est suffisamment mal fait pour que j'y crois pas et pour que finalement ça me touche pas. Mais je trouve que dans The Ugly Stepsister c'est particulièrement bien fait, et que parfois ça fait un peu froid dans le dos. Et je trouve que parce que il y a un truc, moi il y a un truc dans le body horror, c'est les yeux, le rapport aux yeux, ça me fait à chaque fois froid dans le dos. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le truc qui me fait froid dans le dos, parce qu'il y a un moment, voilà, elle a une opération du nez, ça me fait rien, je m'en fous. Elle a des trucs sur la bouche, tout ça, des trucs dans le corps, dans le bide, etc. Ça me fait rien. Mais globalement, moi c'est les dents. Bah voilà, moi je comprends. Moi les dents ça me fait rien. Les dents, un truc, quelqu'un qui se fait sortir les dents, les ongles, pareil, les trucs en mode les gens qui se font sortir les ongles dans les films de body horror, tout ça, ça me fait rien. Mais vraiment, par contre les yeux, à chaque fois, peu importe ce que c'est, ça me fait mal. Trop bien, ça donne envie. Un lien avec Poor Things sur la condition des femmes et l'émancipation. Non, pas tellement, parce que là en fait c'est un film en fait très réaliste sur un conte de fées. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que les notions de conte de fées sont finalement assez, sont jamais montrées là, mais du coup il y a une notion de réalisme et en même temps d'horreur qui va assez loin, donc voilà.
et une notion de rêve et d'enchantement qu'on peut avoir et de finalement ne croyez pas en vos propres rêves, ne vivez pas les rêves des autres, tout ça, qui est assez bien faite, qui est assez pertinente dans cette réinterprétation du conte là et pertinente aujourd'hui également. Les parties génitales c'est dur, mais vous voyez tout ça là ça me fait rien. Les parties génitales ça me fait rien, je m'en fous, je veux dire voilà. La langue ça me fait rien. Je sais que par exemple Audition ça me faisait un truc parce que c'était des petites aiguilles etc, ça me faisait quelque chose, mais sinon c'est surtout les yeux, c'est vraiment les yeux qui restent grands. La scène des Orange Mécanique je la déteste, c'est vraiment les yeux, moi ça me fait quelque chose quoi. Et du coup c'est vrai que sur cette vision là du coup du rêve en fait quelque part du rêve de s'en sortir également, du rêve de vivre sa propre histoire, de vivre son propre conte de fées, je trouve que le film est ultra pertinent et je trouve que le film avance vraiment des manières de voir les choses et des manières des manières de rêver en fait qui sont intrigantes, parce que il y a ce truc très égoïste en fait de la part de ce personnage là qui ne pense qu'à lui-même, et où d'ailleurs le personnage de Cendrillon n'est jamais antagonisé, le personnage de Cendrillon n'est jamais vu comme un antagoniste au personnage principal, il est vu comme un personnage qui est à côté quelque part et qui ne fait rien de mauvais et de néfaste pour le personnage pour le protagoniste du coup de la belle-sœur. Mais du coup c'est vrai que là-dessus il y a aussi un côté sur la compétition aussi qu'il y a entre les femmes, parce que du coup c'est à l'issue d'un bal et c'est la prétendante du bal principal qui va pouvoir danser avec le prince et donc potentiellement sortir avec lui, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect compétitif et il y a un aspect aussi entre la bourgeoisie du paraître, bien sûr, parce que il y a ce truc où c'est des jeux de pouvoir, et c'est des jeux où en fait les parents essayent de placer leur prince, essayent de placer leur pion, tout ça, et en même temps d'en profiter eux-mêmes. C'est vraiment, en fait, c'est plus dégueulasse par le propos et par ce que ça montre, tout ça, que par le body horror. Et c'est pour ça que c'est un assemblage des deux qui est vraiment bien fait. D'autant plus que ça a une photo que personnellement je trouve absolument magnifique, notamment dans les scènes de rêve que vous voyez là au début de la bande-annonce, que je trouve vraiment brillant. Les scènes en extérieur je les adore, les scènes en intérieur également, et je trouve qu'il y a un côté où dans les inspirations ça fait pas mal penser au film de la Hammer par exemple par moment, ce qui est une bonne référence je trouve. Je me dis putain c'est assez original, enfin c'est assez pertinent par rapport au film que ça essaie de montrer, donc je trouve ça plutôt cool. Et voilà, j'avais peur d'un film d'horreur raté en mode nanar limite, donc tant mieux, ça a l'air stylé. Bien sûr, c'est vraiment stylé, c'est vraiment un bon film, et moi je vous le conseille éperdument, je trouve que c'est vraiment un excellent film. Donc voilà, c'est cool, et c'est un film à voir, moi je trouve. Évidemment, si vous êtes sensible, n'allez pas le voir, hein, moi je pense que de toute manière, les gens qui sont sensibles, vu les dégueulasseries que j'ai dit au niveau des yeux, des dents, tout ça, des ongles, tout ça, je pense que vous avez déjà quitté ce stream ou cette vidéo, je ne sais pas, si vous regardez sur la rediff, mais je trouve que il y a quand même un truc où effectivement c'est un film à voir, et c'est vraiment un film qui est cool, et c'est tant mieux que ça existe en fait quelque part. Moi je m'attendais aussi à un film un peu médiocre, un peu, enfin je sais pas, qui allait pas assez loin, mais je trouve quand même que par rapport à ce que ça essaye de faire, c'est vraiment bien mise en scène, il y a un bon regard, il y a une bonne mise en scène, enfin c'est bien, franchement c'est bien. Franchement, c'est bien. Ensuite, du coup, je fais un petit peu de tri. Ensuite, du coup, on peut parler du film de l'été, puisque ça y est, c'est le film de l'été, je pense. C'est du coup L'Aventura. Alors, L'Aventura, du coup, c'est un film de Sophie Le Tourneur. Sophie Le Tourneur, c'est une réalisatrice qui a un style qui est extrêmement naturaliste, qui est extrêmement... souvent, c'est basé sur des propres expériences à elle et sur des expériences très personnelles, et où, en fait, elle va, un peu comme Voyage en Italie, dont L'Aventura est la suite, rejouer des scènes qu'elle a vécues, parfois filmées. Et du coup, là, bon, c'est du coup une suite de Voyage en Italie, donc c'est des aventures d'un couple joué par Sophie Le Tourneur elle-même et également Philippe Catherine dans Voyage en Italie. Et là, du coup, c'est la suite donc avec leurs enfants, où ils vont partir en Italie également d'ailleurs, je crois près de la Sicile, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils bougent un petit peu tout du long. Et du coup, pour vivre leur petite aventure de vacances. Alors, je trouve que c'est un film qui fait beaucoup plus peur que Ugly Stepsister, hein, quelque part. Non, alors, je troll un petit peu, mais en vrai, c'est un film qui stresse pas mal. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où, en fait, il se passe constamment des choses. Il se passe constamment
des choses, notamment au niveau sonore. C'est-à-dire qu'il y a constamment, comme durant des vacances, hein, comme durant n'importe quelle vacances, il y a constamment du bruit. Il y a constamment des gosses qui gueulent dans tous les sens. Il y a constamment des gens qui courent partout, du bruit, des gosses qui pleurent, tout ça. C'est insupportable par moment, mais quelque part c'est absolument magnifique, hein, parce que c'est ça, hein, de vivre une expérience, d'être en vacances. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un film qui est particulièrement bien fait sur cette expérience-là, un peu de personnes de classe moyenne qui partent en vacances, et où c'est pas terrible, et où les enfants se font chier un petit peu. Moi je me suis pas mal reconnu évidemment dans ces portraits-là, mais où les gens se font un petit peu chier, enfin ça se passe pas très bien non plus, c'est pas des vacances de rêve, enfin il y a constamment des moments, du downtime entre guillemets, des moments de vide, des moments où il se passe rien, des moments où on se fait chier, des moments même horribles, où juste tu n'as pas envie d'être là, enfin que des trucs comme ça qui se passent, mais en même temps, parce que quand même sinon c'est un film d'horreur, je suis sorti de la salle, il y a quand même un truc qui fait qu'on endure tout ça, c'est que, comme vous le voyez, il y a une caméra qui est assez propre en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus, enfin, il n'y a jamais quasiment de mouvement dans la caméra, la caméra est toujours bien fixe, à filmer avec des scènes qui sont jamais remplies, qui sont jamais complexes, où il n'y a jamais 50 000 personnes à l'écran. Typiquement, voilà, c'est un des seuls moments où il y a un travelling, c'est ce moment-là, qui est au milieu de la rue, qui m'a pas mal fait penser à News from Home de Chantal Akerman, qui est aussi un film magnifique, hein, bien sûr, mais où il y a cet aspect-là qui est... où il y a juste ce personnage de Philippe Catherine qui marche dans la rue. Mais pareil, comment il marche dans la rue, c'est pour rien faire, et ça dure un petit peu longtemps, en plus ça dure 5 minutes peut-être, un truc du genre, et où en fait on marche avec lui, et c'est un moment un petit peu hors du temps, où c'est un moment de pause en fait dans le film, et c'est là où je trouve que le film est particulièrement aussi bien rythmé, personnellement. Perso de classe moyenne et rôle joué par... Ta gueule poisson. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, je trouve quand même qu'il y a un truc où c'est vraiment assez doux, assez beau et assez... Enfin, en même temps, ça donne absolument pas envie de partir en vacances. Il y a un peu ça, parce que c'est éreintant comme film. Mais en même temps, on est vraiment fasciné. Donc il y a ce mix de fascination personnelle pour ce qui se passe à l'écran, et en même temps on retient la leçon, presque, j'ai envie de dire. On retient la leçon de juste, je n'ai pas envie de partir en vacances, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Je trouve que, voilà, les acteurs et les actrices d'ailleurs. Alors, le gosse, du coup, le petit garçon, j'ai un peu des doutes parce que, en fait, il est vraiment... Déjà, il est vraiment très turbulent, mais en plus, j'ai un peu des doutes sur sa manière de jouer et tout. Mais je sais pas, peut-être c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas vu des gosses, en fait, tout simplement. Et je trouve que la petite fille, elle est très forte, et je trouve que voilà, Sophie Le Tourneur, elle est excellente. Mais Philippe Catherine, absolument incroyable. Philippe Catherine, enfin, il est assez peu présent, finalement, dans ce film-là. Mais il a une corporalité qui est vraiment magnifique. Caméra propre, c'est un propos de Droitard, ça je le reconnais. C'est vrai. Mais, c'est pas que c'est propre, c'est qu'en tout cas c'est doux. C'est ça le truc, c'est tendre. C'est ça le truc. Et je trouve quand même qu'il y a ce truc où, effectivement, alors, Paul Doumer qui demande s'il y a une disparition comme dans l'Aventura d'Antonioni, ou si c'est plus une ref à la chanson. Et alors, effectivement, il y a une ref au film d'Antonioni dans Voyage en Italie, de souvenirs, mais c'est surtout la chanson. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a la chanson d'Aventura qui est chantée par Philippe Catherine, qui est très très beau, pendant le générique de fin. Mais je trouve que voilà, il y a ce truc où... Enfin, au niveau du jeu d'acteur, le jeu de Philippe Catherine, et particulièrement, moi, il y a une scène qui m'a marqué, qui j'ai l'impression a marqué beaucoup de gens également. C'est la scène, je la dirais comme la scène de la prison, c'est pas dans une prison, mais c'est une scène où on est enfermé avec les personnages, avec du coup Philippe Catherine qui essaye de se reposer, qui essaye de dormir, et avec les trois personnages, les trois autres, voilà, cette scène-là, qui est pour moi absolument incroyable. Je crois que d'ailleurs, j'ai vu vite fait un extrait d'interview de Sophie Le Tourneur où elle disait que c'était la première image qu'elle avait du film. C'est la première sensation qu'elle voulait mettre en place dans le film, c'est ce sentiment en fait de... Même quand ne pas pouvoir se reposer pendant ses vacances, ne pas pouvoir dormir, ne pas pouvoir toujours être constamment sur le qui-vive à devoir faire des trucs. Ça là-dessus, moi je trouve que c'est ultra pertinent, et c'est, enfin, encore une fois un truc où même si le personnage dort, il fait que parler dans son sommeil,
Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et je trouve, enfin, et d'ailleurs, c'est un film qui est particulièrement drôle. Et en plus dans un côté drôle où, en fait, c'est une sorte aussi de remise en question. Enfin, pas de remise en question nécessairement, mais c'est une sorte de film drôle ou un peu, comment dire, c'est-à-dire, vous savez, quand un professeur à l'école fait une blague, c'est plus drôle que si un mec de stand-up fait exactement la même blague, parce qu'en fait vous allez baisser votre garde et que c'est pas exactement le contexte pour avoir des blagues, tout ça. Et là en fait il y a un truc où, comme c'est un couple et des enfants qui sont montrés comme étant assez banals, assez normaux finalement, où il y a rien d'extraordinaire, bah en fait il y aura parfois des moments de répartie qui seront vraiment bien trouvés, où ça va vous faire exploser de rire. C'est un peu ça que j'ai ressenti devant le film, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des blagues et des moments d'humour qui sont pas particulièrement tordants, mais en fait, comme on est dans une situation où on est très proche des personnages, où on se sent presque comme observateur de cette famille-là, comme presque le cinquième membre de cette famille, bah en fait, on rit avec eux, mais tout comme on rirait si c'est notre frère, notre cousin qui fait exactement la même remarque. Et c'est ça là-dessus qui m'a particulièrement touché, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Et je trouve que c'est témoin du fait que c'est quand même un grand film, et c'est quand même un grand film sur les vacances. Je trouve que voilà, il est dur à encaisser, forcément. C'est un peu ça le problème aussi, c'est qu'il est vraiment forcément assez dur à encaisser. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment un super film. Et c'est vraiment un film à voir. En tout cas, c'est un des films de cet été. Jurassic World 4, Jurassic World Renaissance, qui est techniquement le 7ème film Jurassic Park, qui est sorti, on ne sait pas pourquoi, un vendredi. D'après des informations du chat, ça serait parce que ils voulaient pas profiter de la fête du cinéma, ce qui me paraît totalement con, mais bref. Et ils voulaient pas profiter de la fête du cinéma, et ils voulaient faire en sorte que les gens payent plein tarif le film. Bon allez, c'est pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez, je sais pas trop, mais voilà. En tout cas, du coup c'est le 4ème film Jurassic Park, je n'ai pas vu, alors, c'est le 4ème film Jurassic World, je n'ai pas vu le 3ème film Jurassic World, je n'ai pas vu Jurassic Park 2 et 3, voilà, c'est ça le truc. Mais globalement, du coup qu'est-ce que ça raconte ici, c'est encore une fois, et ça c'est un peu le problème de toute manière, hein, encore une fois, des chasseurs de primes vont devoir aller sur une île. Cette fois-ci, ils vont devoir traquer des dinosaures en fait, et particulièrement s'approcher d'eux, pouvoir leur tirer une seringue globalement dans le cou pour avoir leur sang, pour ensuite pouvoir générer une sorte de cellule, une sorte de vaccin contre les arrêts cardiaques. Voilà, c'est ça le truc. Donc en gros, globalement, ils doivent aller sur une île perdue au fin fond de l'océan, près, je crois, de la Guyane française, si je ne me trompe pas, près de l'équateur. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils disent c'est près de la Guyane française et que c'est près de l'équateur, alors que c'est... Non, ça va, c'est quand même proche, mais bon, bref. Et en tout cas, du coup, ils doivent y aller pour compléter leur jauge. Il y a une structure un peu en 3 actes qui est faite de fait, c'est-à-dire qu'ils doivent chasser à la fois un dinosaure aquatique, un dinosaure terrestre et un dinosaure aérien. Voilà. Ils savent comment ça marche, les vaccins, les ricains. Écoute, en tout cas, c'est là. Et en plus, ils doivent le chasser pour une grande compagnie. Donc, il y a encore une fois un discours sur les compagnies mercantiles Big Pharma, bizarrement ici. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi, mais ils ont un discours sur Big Pharma. Et en même temps, ils doivent aussi survivre, évidemment, parce que là-bas, c'est en fait un terrain d'expérimentation. Il n'y a que les pires dinosaures qui ont survécu aux expérimentations jurassiques. Parce que maintenant, on sait qu'ils faisaient des expérimentations dans le cadre du Jurassic World. Et voilà. Alors, premièrement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça s'appelle Renaissance, Rebirth du coup en VO, mais bon, Renaissance ça s'entend. Pourquoi ça s'appelle Renaissance alors que le Jurassic World précédent, il est sorti genre il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus exactement. C'est pas tant que ça un retour, je veux dire, Dominion, en plus il a fait le milliard, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est pas un retour, je sais pas pourquoi ils vendent ça aussi comme un film vraiment ultra... enfin, le retour de Jurassic Park, je ne sais pas pourquoi, enfin, voilà, c'est... 2019 Dominion, putain, mais en tout cas, voilà,
c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est Dominion, c'était 2019, ça m'étonne ça, pardon. Mais en tout cas, parce que je crois que j'étais sur Paris. Non, c'est 2022 Dominion, hein. C'est en 2022, je me suis pas trompé, pardon. C'était 2019, c'était le deuxième, c'était Fallen Kingdoms, qui était pas mal. D'ailleurs, voilà, petit avis vite fait sur les Jurassic Park que j'ai vu du coup. Bon, le premier c'est un classique, c'est génial et tout. Je trouve quand même qu'il y a un côté où il y a des moments où c'est un petit peu long, si je dois être très honnête là-dessus. Mais enfin, le début c'est génial, le concept est génial, comment c'est mis en scène c'est génial, tout ça bien sûr. Voilà, et c'est un film tout public qui est super bien fait. On en manque quelque part de ce genre de blockbuster là, qui soit très bien fait, surprenant. Il y avait Sinners un petit peu cette année qui était vraiment cool, mais voilà, mais c'est peut-être pas au même niveau dans le côté film familial et comédie familiale également, bien sûr, vu ce qui se passe dans Sinners. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette, et je trouve qu'il y a une super structure et qu'il y a un côté où en fait il y a presque un côté enfantin et naïf dans Jurassic Park, évidemment, mais particulièrement dans ce truc du... ce qui est cool, c'est que on sait exactement là où ça va, mais on a envie de le voir. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et je pense que c'est quelque chose... Je pense que voilà, je vais pas apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que Jurassic Park, et je vais pas apprendre à Gareth Edwards, du coup, qui est le réal de celui-ci, qu'est-ce que c'est que Jurassic Park. Mais je trouve qu'il y a peut-être un truc qui manque particulièrement, c'est de ce côté de se dire oui, je sais où ça va, je sais où ce film va aller, je sais que tout le monde va gagner, et peut-être que j'aurai quelques petites surprises par moment, mais j'ai envie de voir des belles images et j'ai envie de voir j'ai envie d'être investi dedans. C'est quelque chose qui peut-être manque aussi à la suite, parce que du coup moi Jurassic World j'ai plutôt bien apprécié également. Alors je l'ai vu dans des conditions très médiocres, je m'en souviens, c'était 2015 je crois Jurassic World, mais je me souviens que j'ai vraiment bien apprécié le film, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Je trouvais qu'il y avait encore une fois un message sur le cinéma, le divertissement qui était plutôt intéressant, avec ce côté toujours plus gros, toujours plus énorme, etc., qui était plutôt cool. Pour Jurassic World 2, j'avais plus de réserves, même si le côté horrifique qu'apportait Bayona était sympa. Mais en fait, le côté un peu trop fanservice m'avait saoulé. Et du coup, celui-ci, donc cette fois-ci, c'est par Gareth Edwards. Pareil, Gareth Edwards, l'avis sur les films que j'ai vus. J'ai adoré son Godzilla, bizarrement. Je trouvais que le fait de le faire un peu en deux parties, ça surprenait pas mal. Je trouvais qu'il y avait ce côté... qui est une sorte d'ellipse, je crois, à un moment, de souvenir. Je trouvais que c'était plutôt pas mal et la structure était vraiment chouette. Rogue One, j'ai plutôt bien aimé, même si la première fois que je l'ai vu, je me suis endormi, bizarrement. Je crois que j'étais assez fatigué, mais après, quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Enfin, comme d'habitude, quoi, comme tous les avis qu'il y a pu y avoir autour de Rogue One, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que le côté rajeunissement numérique, évidemment, je suis un petit peu pas terrible et tout, mais bon, ok, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a un bon jaugeage. Je trouve bizarrement, parce que je sais que c'est la scène qui est sucée par tout le monde, que la scène dans le couloir avec Dark Vador, je trouve bizarrement qu'elle est nulle. Genre vraiment, voilà. Il y a plein d'ellipses dans le Godzilla des Worlds, ben voilà. Mais en tout cas, je trouve bizarrement que la scène avec Dark Vador est bien nulle. En fait, je suis pas du tout investi dedans, je trouve ça bien, vraiment gaze. J'ai vraiment... je suis en mode, ah oui, bon bah vous avez vu des jouets se battre entre eux, bon d'accord quoi. C'est très sympa probablement, mais bon, moi j'en ai un peu rien à foutre. Et du coup... Ensuite, The Creator, j'ai un peu plus de réserve. The Creator, je trouve ça sympathique, je trouve ça très cool, mais je trouve que, en fait, le principal souci que j'ai, c'est que j'aurais adoré que ça soit bien plus contemplatif. Et j'aurais adoré que ça prenne un peu plus son temps par moment entre les personnages, que ça soit un peu plus lent, que ça soit un peu plus reposé, parce que même si... parce que du coup, le problème, c'est que ça va assez vite, et donc que le scénario... prend beaucoup le pas parce que globalement c'est un film qui va d'un point A à un point B avec beaucoup d'étapes comme beaucoup de blockbusters, et ce que je regrette un petit peu c'est que le scénario m'a pas tellement investi dedans. Et je sais qu'il faut voir Monsters, apparemment c'est vraiment chouette, c'est son film juste avant Godzilla qui est apparemment vachement cool. Mais en tout cas, je sais que j'étais pas si investi que ça dans The Creator, j'étais pas si investi que ça dans l'histoire, et je trouve ça assez dommage, même si voilà, il y a des très beaux environnements. Il y a vraiment quelque chose qui est très... Enfin, il y a une idée qui est belle, hein, bien sûr, il y a quelque chose du genre, mais je trouve que ça manque un petit peu de subtilité, le fait que les protagonistes s'appellent Joshua, Marie... Vous avez capté que c'est Jésus ou pas? C'est voilà, ça manque de subtilité, ça manque de nuance, et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça se repose sur cette métaphore-là qui est
pas si intéressante que ça. Et du coup, j'avais de l'attente quand même autour de ce Jurassic World 4. C'est pas un bon film, mais c'est un beau objet de production en tout cas. Voilà, c'est un petit peu un bel avis que je trouve autour de Creator. Même si je dirais pas que c'est un mauvais film non plus, je dirais pas que c'est pas un bon film. Je trouve que c'est quand même un film qui est sympathique. Mais voilà, j'étais pas si investi que ça dedans non plus, quoi. Et du coup, j'avais un peu d'attente autour de ce Jurassic World 4 parce que je me disais, mais bon, Gareth Edwards, peut-être qu'il peut apporter un truc avec son expérience de Godzilla. Je trouvais d'ailleurs les images dans le trailer plutôt sympathiques. Je trouvais qu'il y avait un ton sympa. Je trouve qu'il y a des moments un peu trop CGI bizarres, notamment voilà ce moment-là où je me dis, bon, c'est un peu CGI bizarre. Et puis, j'avais des peurs aussi, vu que je sais pas, ça s'appelle Renaissance. Quand bien même c'était encore une fois il y a 3 ans le dernier, c'est pas non plus une renaissance de fou. Enfin c'est la continuité quoi d'une saga qui était déjà là quoi. Et du coup je me suis dit est-ce que ça va être ultra pardon j'ai un SMS très très bien. Ah parfait. Pardon j'ai un SMS pour le taf. Mais en tout cas je me suis dit est-ce que ça va être si intéressant que ça au niveau de ce que ça raconte finalement, parce que c'est un peu ça le problème généralement avec les films Jurassic World, tout ça, c'est est-ce que ça va être si intéressant que ça au niveau de ce que ça raconte pour un minimum m'entraîner, un minimum avoir un message, parce que je vous ai dit, moi je trouve que Jurassic World, à la limite ce qui est sauvable, c'est parfois ce que ça raconte, parce que je me suis dit, enfin je trouve que Jurassic World 1, il y avait un petit message quand même sur l'abondance de CGI, sur le milieu du cinéma, et Jurassic World 2, je crois qu'il est assez dans cette continuité-là. Je l'ai vu un petit peu fatigué, tard le soir, je me suis dit, bon, mais je me souviens qu'il y avait des messages plutôt sympathiques, en plus d'avoir une forme un petit peu intéressante, pourquoi pas. Et en tout cas, là-dessus, bon, on repassera, parce que clairement, c'est exactement la même chose que beaucoup des films Jurassic Park et Jurassic World, c'est-à-dire, il faut aller sur une île super dangereuse, on va esquiver de peu des dinosaures, tout ça. Il y a en plus un côté vraiment melting pot de plein de trucs qui sont passés dans des Jurassic Park avant, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui n'a pas demandé à être là, clairement, et qui était juste là pour visiter autour et qui se retrouve embrigadé là-dedans. Il y a des chasseurs de primes qui veulent récolter un magot sur une île, tout ça. Il y a le T-Rex, il y a des raptors, il y a tous les dinosaures qu'on a vu précédemment globalement, enfin des scènes du genre. Il y a des gens qui meurent de manière ridicule. Il y a du coup un gros mania pharmaceutique ici, même si bon, ça change. Est-ce que ça change grand-chose par rapport au gros mania qu'on avait avant? Voilà, ça se déroule encore une fois sur une île. C'est le Alien Romulus des Jurassic Park, c'est très vrai, c'est très très vrai, même si du coup ce que je retrouve un petit peu regrettable c'est que bah, ça fait pas mal de références à Jurassic Park, et en fait au bout de 5 minutes il y a une petite scène d'intro, tout ça qui présente globalement un des T-Rex, enfin un des dinosaures, tout ça, et après il y a une scène qui se passe à New York, et évidemment il y a un plan sur une des voitures avec le rétroviseur avec écrit les objets peuvent être plus proches qu'ils n'y paraissent. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh merde. Oh non. Même toi, tu fais ça. Même toi, tu tombes là-dedans. Même toi, tu tombes dans ce ramassis de nostalgie, de trucs du genre. Et bon, bah oui, du coup, il y a plein de plans qu'on a déjà vus, plein de situations qu'on a déjà vues, plein de références qui sont lâchées parfois comme ci, comme ça. C'est un peu ce qui m'a saoulé aussi quand même, hein. C'est-à-dire que moi, le fanservice à gogo, juste pour faire du fanservice, ça me saoule un petit peu, je vais être très très honnête. Et je trouve que ce que ça essaye d'apporter de nouveau, parfois dans la mise en scène, dans les plans, c'est pas si fameux que ça. C'est-à-dire que là, vous avez les plans dans la bande-annonce, voilà, ces plans-là, tout ça, c'est ceux qui vont le plus vous retourner. Et encore, c'est pas non plus si fou que ça, clairement. C'est-à-dire que... Et encore une fois, si c'était rattrapé par le propos, pourquoi pas, mais là, du coup, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Je trouve que c'est vraiment pas si génial que ça. Et je trouve que, encore une fois, le problème, c'est qu'il y a vraiment un peu trop un côté cahier des charges. Il y a un peu trop un côté... il faut que ça soit un film d'aventure, parce que c'est du Spielberg. Sauf que Gareth Edwards, il sait pas trop faire des films d'aventure, malheureusement. C'est pas sa spécialité, en fait. C'est pas ce pourquoi il est là. Et c'est vraiment
pas ce qu'il a fait dans le reste de sa carrière, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que mon lampadaire marche pas, bah essaye de le rallumer, je sais pas. Merci Ptilius pour ton sub, bien sûr. Et la fin, c'est sauvable par rapport aux deux précédents. Bah du coup, moi j'ai pas vu Dominion, mais pas tellement. Est-ce qu'il y a le passage dans les hautes herbes? Oui, oui, clairement. Qui est un peu désamorcé en plus. Et du coup, moi ce que je vois, c'est que... putain, j'ai perdu mon film, mais globalement, Gareth Edwards, comparé à ce qu'il faisait avant, c'est pas un gars qui est là pour parler de héros, en fait. Je veux dire, Godzilla, c'est pas là pour parler de l'humanité héroïque, c'est ce qui est d'ailleurs très bien hein, pour un Godzilla. Rogue One, c'est pas là pour parler de héros particulièrement, c'est là pour parler de gens qui sont des dégâts collatéraux d'une grande guerre qui les dépasse. The Creator également, c'est pas là pour montrer des grandes destinées, justement, c'est des gens qui ne sont pas censés avoir des grandes destinées. Il y a un nouveau dino très méchant, encore plus méchant, oui, qui est un petit peu joli, mais bon, qui est pas non, qui va pas, c'est pas parce qu'il y a un beau design que ça va sauver un film. Et globalement, ben, Gareth Edwards n'est clairement, je trouve, pas fait pour faire un Jurassic Park comme les autres, du moins comme il s'est montré ici, c'est-à-dire que Jurassic Park, c'est censé être des films d'aventure, tout ça. Et à la limite, que ça aille ailleurs, que ça aille sur un autre terrain. Pourquoi pas que ça aille, que ça fasse différemment. Monster également, c'est un film intimiste avec des kaijus. Bah voilà, du coup, il n'est pas du tout fait pour faire un blockbuster avec de type Jurassic Park, où c'est censé être des films aventures familiaux, tout ça. Et ça se sent vraiment. Moi, j'aime bien le côté power creep des dinos, ça assume le côté monstre fantastique. Mais oui, non, mais ça, c'est moi, je trouve ça bien, hein, bien sûr. Mais... je trouve quand même que ouais, il y a vraiment un côté où Gareth Edwards, il est pas fait pour faire un film fantastique et on a voulu le forcer à faire un film, enfin pas un film fantastique, un film d'aventure Spielbergien, et on l'a forcé à faire ça. Alors que moi j'ai pas vu le 3, mais apparemment Jurassic Park 3 il est pas mal, et en plus c'est par Chris Columbus qui maîtrise bien le film d'aventure. Il a fait Harry Potter 1 juste après et tout ça. Et je me dis bah oui, pour le coup ça a l'air de beaucoup plus coller à la patte film d'aventure Spielbergien que ce Jurassic World. Bah moi on m'a dit que le 3 il était bien. Moi on m'a dit que le 3 il était pas mal. Donc là le problème c'est que Gareth Edwards il emmène sa patte à lui, où il essaye de faire des films plus sur des gens du quotidien, sur des gens qui ne sont pas censés être des héros, qui ne sont pas censés être bons là-dedans. Sauf que là, du coup, on lui met une équipe où c'est que des gens qui sont absolument spécialisés dans tout ce qu'ils sont en train de faire et qui sont trop forts de partout et qui arrivent tout le temps à survivre. Et d'ailleurs, bon, voilà, il y a des morts dans l'équipage hein, par endroit, mais bah, c'est des gens qui sont tout à fait, comment dire, c'est des gens remplaçables à chaque fois. Il n'y a même pas le temps de les pleurer, évidemment, hein, bien sûr. Je pense que Hollywood doit commencer à employer des réalisateurs indiens. Bah oui, bien sûr, ça serait bien. Ça serait bien. Et déjà, il faudrait qu'ils commencent à employer des réalisateurs. Mais, mais globalement, il faudrait que je mate le 2 en vrai. Mais globalement, moi, ce que je reproche beaucoup, c'est que ce côté d'avoir des gens banals de la vraie vie, ça pourrait être bien jaugé si c'était pas justement une sorte de deux histoires parallèles. Ce qui est un peu regrettable dans ce Jurassic World, c'est que du coup il y a deux histoires parallèles. Il y a les scientifiques, chasseurs de primes, aventuriers, tout ça, qui vont chasser les œufs de dino et compléter leur barre de progression pour oui c'est bon, tu as trouvé les 3 objets légendaires qui sont du coup le dinosaure sous l'eau, le dinosaure sur terre, le dinosaure dans les airs. Il faut les trouver et attraper leur sang, tout ça. Et à côté, du coup, tu as une histoire parallèle avec la petite famille qui s'aventurait par là-bas et qui faisait des trucs. Et moi, je me suis dit, bah en fait, ça serait sympa si tu suivais que l'un ou que l'autre. Le problème, c'est que tu suis les deux. Et que, en fait, ça apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que si je devais résumer le film, c'est plus un amas de scènes qu'un film construit en soi, quoi. C'est-à-dire que les amas de scènes pourraient être dans le désordre, pourraient être vraiment... je veux dire, les scènes de l'un de l'autre pourraient être totalement dans le désordre, ça n'aurait pas tellement d'incidence. C'est pas tellement construit sur la longueur et tout. Et moi, je trouve ça vraiment regrettable parce que du coup, les deux types de personnes correspondent à Jurassic Park, mais ne correspondent pas du tout à Gareth Edwards, où c'est des gens qui sont soit censés être pas du tout là par envie, soit censés être vraiment des anti-héros bizarres. Oh non, pardon. Mais j'ai appris une mauvaise nouvelle via WhatsApp. Mais ne vous inquiétez pas.
Mais en tout cas, voilà, c'est assez regrettable, moi je trouve, parce que il est vraiment pas fait pour ça, Gareth Edwards. Je trouve que la musique, oui, c'est bien, ça lance tous les 4 matins le thème de Jurassic Park. D'accord. Pourquoi pas. Et ça te lance des thèmes, des fois juste pour, j'ai l'impression, réveiller les gens, et voilà. Et typiquement, voilà, il y a la scène que vous voyez dans la bande-annonce, où ils sont dans les hautes herbes, tout ça, avec les grands dinosaures, etc. Et bah, vous savez quel thème ça va lancer. Vous savez quel thème ça va lancer, parce que c'est exactement la même scène. Et voilà, vous savez. Et en plus, il y a un build-up là-dessus, ça fait pas non plus chavirer tous les poils de... Même si voilà, le thème de John Williams, il est absolument magnifique, évidemment. Mais ça fait pas non plus hisser tous mes poils, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, ça là-dessus, la musique, ça m'a saoulé. Mais ça m'a saoulé tout comme par exemple Indiana Jones, hein, qui a aussi une licence Spielbergienne qui a été reprise par quelqu'un qui avait son style et qui a fait finalement un film de Yes Man. Et c'est assez regrettable, James Mangold. C'est que, bah, effectivement, ça balance tous les 4 matins le thème de John Williams. Je sais pas qui c'est qui a fait la musique d'ailleurs de celui-ci. Je pense que c'est Giacchino, parce que j'ai reconnu des accords qu'il avait déjà utilisés dans Les Indestructibles. Je me suis dit, putain, c'est vraiment de faire ça. Ah non, c'est Alexandre Desplat. Et ben, putain, il s'est pas cassé le cul. Genre, vraiment, c'est une folie, hein. Mais bref, en tout cas, du coup, bah c'est Desplat. Bah oui, putain, bah oui, c'est pour ça que c'est plat, quoi. Il porte bien son nom, hein, ce type. Et du coup, ça, c'est au niveau de la musique, du travail sonore. Alors, au niveau du travail sonore, il y a les cris du dino qui sont vraiment très bien faits, et qui balancent quand même une petite ambiance sonore intéressante. Par contre, ce qui est bien, ce qu'on peut noter, et c'est ce que j'avais déjà noté dans la bande-annonce, la photo est pas mal. La photo, enfin, il y a des plans dégueulasses, fond vert, CGI à fond, qui sont pas terribles. Mais la photo est pas mal, quoi. Enfin, la photo, il y a des moments où je me suis dit, waouh, c'est brave d'éclairer comme ça. De vraiment d'avoir un éclairage du genre. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être je suis fou et peut-être que je l'ai pas assez bien vu, mais j'ai l'impression que, alors, dès que n'importe quel personnage est filmé, il y a pas mal de chances que ça soit bien éclairé, que ça soit bien fait, que ça soit bien, qu'il y ait vraiment un éclairage intéressant. Mais dès que c'est Scarlett Johansson, je sais pas pourquoi, à chaque fois elle a un éclairage qui est terne, qui est publicité, enfin je sais pas, c'est peut-être des trucs dans son contrat, je sais pas, mais en mode je ne peux pas être filmé avec du clair-obscur très prononcé. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être un truc à creuser, mais je trouve ça assez regrettable en vrai, hein, c'est dommage. Donc je trouve que c'est assez bizarre, je me suis dit mais attends, mais il y a un truc, ou alors je sais pas, c'est peut-être elle qui a voulu, ou peut-être que c'est je suis fou. Mais ouais. Oui, pareil. Toi aussi, Petitus, tu as une clause qui fait que tu peux pas éclairer que tu peux pas être éclairé de manière moche. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Il y a peut-être un truc du genre. Mais vous voyez, typiquement, voilà, Jonathan Bailey là sur ce plan-là, il y a un truc intéressant. Il y a un truc, voilà, où il y a vraiment un dessin autour de son visage. Là, ici, ses cheveux sont bien prononcés. Voilà, c'est beau. Il y a un peu un côté où je trouve ça dommage de ne pas avoir une pleine ombre ici. Mais il y a quand même ce truc où il y a des plans qui sont très audacieux à ce niveau-là, où vraiment il y a des plans où on te voit... Rendez-vous compte, hein, je suis devant un blockbuster hollywoodien et j'ai des plans où je ne vois pas une partie du visage qui est complètement obscurcie. Je suis choqué. Vraiment, je suis totalement choqué. C'est vrai que c'est Gratia d'ailleurs, c'est Gratia de FF14, ce type-là. C'est un grand comédien qui fait du voice acting, et c'est aussi un grand comédien maintenant puisqu'il joue dans Wicked également. Enfin voilà, et il est homosexuel. Donc voilà, et à côté, tu as Scarlett Johansson qui est éclairée de manière droite tout du long. Il n'y a aucun bout de son visage qui ressort, aucun bout de son visage qui est obscurci à fond. Il n'y a rien qui se passe. Enfin voilà, et je trouve ça assez regrettable. Donc ouais, c'est la voix anglaise de Gratia, ouais. C'est un grand comédien de théâtre également, je crois. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez typiquement Robert Friends aussi. Là-dessus, le plan, il est intéressant. Alors, il n'est pas aussi prononcé que précédemment, mais je me dis, putain, bon, déjà, le plan est pas mal. Là où se place la caméra, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool.
Mais au moins il y a un petit travail sur les lumières, sur le contraste sur son visage, sur qu'est-ce qui ressort de son visage qui est plutôt intéressant. Mahershala Ali, je crois que dans la bande-annonce on voit pas tellement de plans cool sur lui, et vous voyez typiquement ce plan-là sur Jonathan Bailey, il est pas intéressant évidemment, ça je vais pas dire que tous les plans sur les personnages sont intéressants, mais il y a au moins certains plans qui sont intéressants sur les personnages masculins, mais par contre Scarlett Johansson. Et pourtant, voilà, il y a des personnages féminins qui sont bien éclairés. Je veux dire, là, vous voyez, c'est la petite famille. Typiquement, et ils sont bien éclairés. Mais typiquement, spécifiquement Scarlett Johansson, ben on s'en branle. Vraiment, alors, encore une fois, il y a aussi un côté où je vais pas dire que je vais pas me baser que sur le trailer pour dire ça. Parce qu'il y a quand même ce côté où c'est un trailer qui est posté sur YouTube ici. Donc je sais comment ça se passe et que le H264, H265, tout ça, ça compresse très mal les basses lumières, que généralement ça rehausse un petit peu spécifiquement sur les trailers parce que sinon c'est dégueulasse et il y a des artefacts dans les noirs, tout ça. Mais je trouve que quand même il y a un travail. Bah, c'est vrai que du coup, voilà typiquement. C'est-à-dire que Mahershala Ali, qui d'ailleurs joue très bien, d'ailleurs les gens jouent très bien, enfin voilà, il n'y a pas de soucis. Enfin, ça joue très bien pour le texte qu'ils ont, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va à peu près. Scarlett Johansson n'est pas une excellente actrice, mais voilà, ça joue plutôt bien. Ils sont assez investis. C'est juste que bon, je pense que le texte n'est pas non plus génial, vu ce qu'ils ont. Donc voilà. En tout cas, tu sens qu'ils sont investis, qu'ils sont à peu près contents d'être là. C'est le minimum, enfin c'est le maximum que je pouvais demander, je pense. Mais typiquement, voilà, vous voyez Mahershala Ali. Là, en plus, il a une énorme fumigène dans la main. Donc c'est relativement proche en plus, hein, bien sûr, mais du coup ça produit des ombres ultra intéressantes en mouvement en plus. Et à côté vous avez Scarlett Johansson où super, elle a son visage qui est rouge, et encore qui est pas tout à fait rouge, je trouve. Enfin c'est vraiment très étrange, je trouve, au niveau de l'utilisation de la lumière dans ce film là, sur les visages des acteurs et des actrices, où je me dis mais je pense qu'il y a peut-être une clause dans le contrat qui fait que c'est pas possible juste d'éclairer de manière intéressante, j'ai envie de dire, Scarlett Johansson. Peut-être qu'il y a un truc là-dessus, et je sais pas, c'est peut-être quelque chose dans son contrat, mais voilà quoi, tous les plans sur elle sont inintéressants à chaque fois, et ça donne, c'est presque un côté misogyne où dès qu'elle est à l'écran, je n'ai pas envie de la voir. Enfin, je sais pas comment dire, mais en plus le personnage n'est pas très bien écrit, il a aucune aspérité, aucun intérêt, il est plat au possible, il a aucun défaut, enfin voilà. Les autres personnages sont plus intéressants à bien des égards. Mais là, juste ce personnage-là n'a aucun intérêt. Alors qu'en plus, Jurassic World avant, et Jurassic Park d'ailleurs précédemment, pouvait avoir des personnages féminins au moins aussi intéressants que les personnages masculins. C'est ça le truc. Je veux dire, même le personnage de Bryce Dallas, c'est Bryce Dallas Howard, c'est ça? Dans Jurassic World, il est intéressant. Enfin voilà. Évidemment, Laura Dern aussi dans le premier, c'est elle qui donne beaucoup du message du film à bien des égards. Donc voilà, mais à côté, vous avez Scarlett Johansson qui soit filmé, que ça est filmé en contre-plongée totale où on voit pas son visage à moitié, comme dans tous les blockbusters qui essayent de faire des plans jolis à tire-larigot, comme dans Wicked par exemple, qui faisait déjà ça. Ou alors elle est filmée de manière très plate, très genre tu sais, vous savez, c'est les trucs en mode quand vous voulez filmer un visage, c'est le three point lighting, un truc du genre, c'est-à-dire vous avez une lumière principale, une lumière de contraste et une lumière derrière, c'est à peu près ça globalement. Mais ouais, sinon c'est pas non plus, c'est vraiment pas terrible, si je devais être un petit peu honnête. En tout cas, c'est pas un massacre non plus, c'est pas un film de merde, je dirais, mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Et c'est pas un film que je trouve pertinent, quoi. C'est ça le truc.